Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez. Que feriez-vous si une personne en qui vous avez eu confiance pendant 40 ans vous trahissait? La vieille horloge de grand-père dans notre couloir, un cadeau de mariage de ma défunte mère, faisait entendre son tic-tac incessant alors que j'étais assise seule à la table de notre cuisine. Le silence dans la maison semblait lourd, comme le brouillard matinal qui recouvrait souvent notre quartier de Valbonne. Ce silence était devenu un invité indésirable chez nous ces derniers temps. Mon mari, Richard Lambert, venait de rentrer d'un autre dîner d'affaires. Je l'observais depuis la cuisine alors qu'il jetait négligemment sa veste sur le canapé, desserrait sa cravate comme si elle l'étouffait, et s'effondrait sur notre lit sans même prendre la peine de se doucher. La faible odeur de son eau de Cologne coûteuse flottait dans l'air. Mais ce soir, elle était mélangée à autre chose. Un parfum floral doux qui n'était certainement pas le mien. Mon parfum signature à la rose était subtil et familier. Celui-ci était audacieux, plus jeune, étranger. Je suis Hélène Lambert, 56 ans, propriétaire d'une chaîne de pâtisserie prospère à travers la Provence depuis 40 ans. J'ai été mariée à Richard, j'ai bâti une vie, élevé notre fils Antoine, et j'ai travaillé jusqu'à l'épuisement, créant mon entreprise à partir de rien. Pendant que Richard exerçait le droit, j'ai transformé une petite pâtisserie en cet établissement florissant. Quelques minutes plus tard, le ronflement doux de Richard emplit notre chambre. Je me déplaçai silencieusement, ramassant ses vêtements jetés avec la grâce exercée d'une épouse de longue date. Son portefeuille tomba de la poche de sa veste, et à côté, l'écran de son téléphone s'illumina d'une notification. Je fronçai les sourcils. Un email. Richard n'utilisait jamais les emails. Il disait toujours, « Hélène, tous ces trucs de texto sont trop compliqués. Je préfère simplement passer un appel. » Mais le voilà, brillant comme un signal d'avertissement. Avec un sentiment de terreur qui semblait à la fois déplacé et nécessaire, je pris le téléphone. Le message était bref, mais suffisant pour me glacer le sang. « Tu as été incroyable ce soir, papa. » Il était suivi d'un émoji cœur rouge. Papa, qui l'appellerait ainsi sur un ton si intime. Mes mains tremblaient alors que je faisais défiler vers le bas à la recherche d'autres indices. Mais il n'y avait rien d'autre qu'une étrange adresse email, un méli-mélo de lettres et de chiffres qui ne révélaient rien. Je reposai soigneusement le téléphone exactement là où il était et continuai à ranger. Mon cœur battait comme celui d'un voleur pendant que je vérifiais les poches de son pantalon avant de le mettre dans le panier à linge. Mes doigts trouvèrent un morceau de papier plié, net et neuf. Un reçu du restaurant, le Chêne d'Or, à Valbonne, daté de ce soir même. J. Le Fixai confuse. Richard m'avait dit qu'il rencontrait des clients à Marseille ce soir, pas ici en ville. Un rire amer m'échappa. Richard détestait conduire jusqu'à Marseille. Il se plaignait de la circulation pendant des jours après. Valbonne, cependant, était là où sa mère avait vécu avant de décéder. Il en gardait de bons souvenirs. Le reçu indiquait un dîner pour deux, une bouteille coûteuse de Cabernet Sauvignon, le même vin qu'il avait acheté pour notre 10e anniversaire, et deux steaks. J'essayais de me souvenir de la dernière fois que Richard m'avait emmené dans un endroit aussi agréable, peut-être pour mon 50e anniversaire. Ce souvenir, autrefois précieux, semblait maintenant souillé. Je pris une photo du reçu avec mon téléphone, une habitude que j'avais développée en documentant tout pour mon entreprise. Une preuve, pensais-je, bien que je ne sois pas encore certaine de quoi. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant Richard, la lumière du soleil filtrant à travers nos rideaux ne faisait rien pour égayer mon humeur. J'avais à peine dormi, l'email mystérieux et le reçu pesant lourdement sur mon esprit. J'ai préparé le petit déjeuner, 2 œufs au plat, du pain grillé et un café noir fort pour Richard. Quand il est finalement descendu, ses yeux étaient encore ensommeillés et ses cheveux en désordre. « J'ai une réunion importante aujourd'hui », annonça-t-il sans me regarder, sa voix rauque de sommeil. « Je serai probablement encore en retard ce soir. » J'ai hoché la tête, forçant un sourire. « Où a lieu la réunion ?» ai-je demandé nonchalamment, en posant son café. « En ville », répondit-il vaguement en prenant une gorgée. « Des nouveaux clients. » Il était si doué pour ça, réalisais-je, les mensonges faciles, le ton désinvolte, cela me glaçait le sang. Depuis combien de temps cela durait-il? D'accord, répondis-je, en gardant ma voix stable. Fais attention, il me donna une légère tape sur l'épaule, un geste qui ressemblait plus à une pensée après coup qu'à de l'affection, et partit. Le son de la porte d'entrée se refermant résonna dans notre maison comme un point final à une phrase. J'ai débarrassé mécaniquement la vaisselle du petit déjeuner, mon esprit tournant à plein régime. Après 40 ans de mariage, je pensais connaître Richard par cœur. Maintenant, je me demandais si je l'avais jamais vraiment connu. Plus tard dans la journée, dans ma pâtisserie principale du centre-ville, je me suis retrouvée à fixer d'un air absent des fiches d'inventaire. L'odeur familière de la levure et de la farine, habituellement si réconfortante, ne faisait rien pour apaiser mon esprit troublé. « Madame Hélène, ça va ?» demanda Marie, ma directrice adjointe. «
Son visage inquiet me ramena à la réalité. Oui, juste distraite, dis-je en forçant un sourire. Une grosse commande d'hôtel qui arrive. Après le départ de Marie, j'ai pris mon téléphone et j'ai parcouru mes contacts jusqu'à trouver le numéro d'Éléonore Thomas. Éléonore était mon amie depuis que j'avais ouvert ma première pâtisserie il y a des années. Elle avait mentionné connaître un détective privé lorsque sa sœur avait traversé un divorce difficile. Éléonore, dis-je quand elle répondit. J'ai besoin d'une faveur. Sa voix s'adoucit immédiatement. Hélène, qu'est-ce qui ne va pas? To as LR Mal, endpoint. Je pris une profonde inspiration. Tu te souviens de ce détective dont tu as parlé il y a des années, Thomas Renaud? J'ai besoin de ses coordonnées. Éléonore resta silencieuse un moment. Hélène, est-ce que tout va bien avec Richard? Je ne sais pas, admis-je, ma voix se brisant. C'est ce que j'ai besoin de découvrir. 1 heure plus tard, je reçus un message de Thomas Renaud demandant à me rencontrer à midi au Café des Artistes. Madame Lambert, ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider, écrivait-il. Le message était bref mais rassurant. À midi, je suis entré dans le petit café avec ses tables en bois usé et l'arôme réconfortant du café. J'ai choisi un coin isolé, ayant l'impression de me cacher à la vue de tous. Thomas Renaud était une surprise, un homme d'âge mûr avec des yeux bienveillants et une simple chemise bleu clair. Il ne ressemblait pas au détective privé des films, mais son calme était rassurant. Je lui ai tendu une clé USB avec les photos que j'avais prises. C'est tout ce que j'ai, dis-je, la voix mal assurée. Je pense que mon mari me trompe peut-être. Les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche après 40 ans. Je n'arrivais pas à croire que je les prononçais. Thomas Hokalatat, examine chaque image sur sa tablette sans expression. Il prenait des notes dans un petit carnet. Madame Lambert, je comprends. Je commencerai à suivre Monsieur Lambert cet après-midi. Je le regardais, luttant pour retenir mes larmes. Merci. Je veux juste savoir la vérité, quelle qu'elle soit. Thomas hocha la tête avec un regard compatissant. Rentrez chez vous et agissez normalement. Je vous contacterai dès que j'aurai quelque chose. J'ai quitté le café et j'ai traversé la foule du centre-ville, me sentant plus seule que jamais dans ma vie. 40 ans de mariage, une vie bâtie sur la confiance, s'effondrait maintenant sous mes pieds. Ce soir-là, alors que j'étais assise dans mon bureau à la pâtisserie en train de vérifier les factures de livraison, mon téléphone a vibré. Un message de Thomas Renaud. Avec des doigts tremblants, je l'ai ouvert. L'image montrait Richard, dans sa chemise bleu clair, entrant dans un restaurant haut de gamme en tenant la main d'une femme. J'ai zoomé et mon cœur s'est arrêté. C'était Olivia, ma belle-fille. L'épouse d'Antoine depuis 3 ans. Je me suis effondrée sur ma chaise, le téléphone manquant de glisser de ma main. Olivia, comment est-ce possible? Lors des réunions de famille, elle et Richard se parlaient à peine. Ils semblaient presque mal à l'aise en présence l'un de l'autre. Je réalisais maintenant que tout cela n'avait été qu'une comédie, une performance pour moi, pour le bien d'Antoine. Thomas envoya d'autres photos. Sur l'une d'elles, ils étaient assis dans un coin isolé du restaurant, la table décorée de bougies. Olivia se penchait vers Richard, souriant intimement. Richard portait un toast en son honneur, son expression tendre et adoratrice. J'ai fixé la photo, une douleur écrasante dans ma poitrine. En 40 ans de mariage, Richard ne m'avait jamais regardé de cette façon. Pas même quand nous étions jeunes et amoureux. C'était un regard de dévotion pure, et il était dirigé vers la femme de notre fils. Au milieu de la nuit, une vidéo est arrivée de Thomas. L'horloge indiquait 2h08 du matin. J'ai mis des écouteurs et j'ai appuyé sur lecture. Dans la vidéo, Olivia se penchait près de l'oreille de Richard, lui chuchotant quelque chose qui le fit rire bruyamment, un son insouciant que je n'avais pas entendu depuis des années. Sa voix était douce, ses yeux pétillants sous les lumières du restaurant. Puis ils sont partis ensemble, Richard lui ouvrant la portière de la voiture avec une galanterie désuète. J'ai rejoué la vidéo plusieurs fois, chaque visionnage étant comme un nouveau coup de poignard dans mon cœur. Olivia, que j'avais accueillie dans notre famille, à qui j'avais enseigné nos recettes familiales et que j'avais traitée comme une fille, et Richard, l'homme à qui j'avais donné toute ma vie. Que faisait-il derrière mon dos? Derrière le dos d'Antoine. J'ai tout sauvegardé dans un dossier sécurisé, notant chaque détail, date, heure, lieu. Mes mains bougeaient automatiquement tandis que mon esprit vacillait sous le choc. Je ne pouvais pas croire que Richard et Olivia soient capables d'une chose aussi cruelle, mais les preuves étaient irréfutables. Je suis restée à la pâtisserie cette nuit-là, entourée par l'odeur sucrée des pâtisseries qui m'apportaient habituellement du réconfort. Je me suis souvenue des débuts de l'entreprise, quand Richard m'aidait à porter des sacs de farine. Quand nous rions ensemble dans la petite cuisine, nos rêves aussi grands que le ciel de Provence. Maintenant, tout cela semblait un lointain souvenir, un beau mensonge. Le matin suivant, j'étais à la pâtisserie de bonne heure, préparant machinalement la pâte pour la fournée du jour. Cette routine familière aidait à calmer mes nerfs brisés,
Mais mon esprit revenait sans cesse à ces images de Richard et Olivia. Mon téléphone a vibré. Un autre message de Thomas. Madame Lambert, je vous envoie d'autres preuves. Avec une profonde inspiration, j'ai ouvert le message. Une série de photos est apparue. La première montrait Richard et Olivia quittant un cabinet d'avocats près de la place principale. Olivia portait une robe beige, ses cheveux en une queue de cheval haute avec de grandes lunettes de soleil sombre qui couvraient presque son visage, une tentative pathétique de déguisement. Ils marchaient près l'un de l'autre, leur langage corporel intime et à l'aise. Sur la photo suivante, ils se tenaient devant l'Hôtel Royal, un établissement 4 étoiles aux portes vitrées étincelantes. J'ai zoomé, cherchant désespérément une explication, un signe qui réfuterait ce que je voyais, mais il n'y avait rien. Puis vint une courte vidéo. J'ai appuyé sur lecture, mon cœur battant frénétiquement. La prise de vue était lointaine, mais assez claire pour voir Richard et Olivia sur un balcon du 3e étage. Son bras était autour de sa taille, et elle reposait sa tête sur son épaule, ses longs cheveux blonds bougeant doucement dans la brise. Puis, comme un poignard dans mon cœur, ils ont partagé un baiser rapide. C'était bref, mais suffisant pour éteindre tout espoir qui me restait. Ils ont également loué la chambre pour l'après-midi, a écrit Thomas. Il semble qu'ils y passent la nuit. Je continuerai la surveillance. J'ai posé mon téléphone, mes mains tremblant si fort que j'ai failli le faire tomber dans la pâte à pain. Quelques heures plus tôt, Richard m'avait envoyé un texto. « Hélène, je ne serai pas à la maison ce soir. Je rencontre un partenaire potentiel de l'extérieur. Repose-toi bien. » C'était un mensonge. Un mensonge bien construit, soigneusement livré. Il ne rencontrait pas un partenaire de l'extérieur. Il était dans un hôtel avec notre belle-fille. J'ai fermé les yeux, essayant de calmer ma respiration. Je me suis souvenu des dîners de famille où Olivia s'asseyait loin de Richard, semblant parfois même agacée par sa présence. Antoine plaisantait. « Maman, je crois qu'Olivia ne supporte pas papa. Elle l'évite comme la peste. » Je l'avais cru, moi aussi. Je pensais qu'ils ne s'entendaient tout simplement pas. Maintenant, je comprenais que tout cela avait été une comédie, une danse de tromperie soigneusement chorégraphiée. J'ai répondu à Thomas. « Merci. Continuez à surveiller. J'ai besoin de tout savoir. » Ce soir-là, je suis retournée dans notre maison vide. Elle me semblait étrangère maintenant, un lieu de fantômes et de mensonges. J'ai imprimé toutes les preuves, les photos de Richard et Olivia quittant le cabinet d'avocats, entrant à l'hôtel, debout sur le balcon, et des captures d'écran de la vidéo. J'ai tout scellé dans une enveloppe et je l'ai caché dans le tiroir de ma commode, sous de vieilles photos de famille. J'ai regardé une photo de nous 4, Richard, Antoine, Olivia et moi, prise à l'anniversaire d'Antoine l'année dernière. Olivia souriait, serrant Antoine fort dans ses bras. Richard se tenait à côté de moi, son bras autour de mon épaule, l'air fier. Maintenant, en la regardant avec de nouveaux yeux, je ne voyais que des mensonges. Le lendemain matin, juste avant l'aube, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir lentement. Richard est entré en titubant, sentant l'alcool. Le partenaire était difficile, se plaignit-il, sa voix rauque. J'ai dû boire beaucoup. Je suis épuisée. Je suis restée dans la cuisine, regardant sa performance tout en ayant l'impression qu'il remuait le couteau dans la plaie. « Repose-toi, répondis-je calmement. Tu travailles demain ? » Il hocha la tête, me tapota l'épaule et se traîna jusqu'à la chambre. Quelques minutes plus tard, il ronflait paisiblement, comme s'il ne m'avait jamais trahi, comme s'il n'était jamais allé à l'hôtel avec la femme de notre fils. Quand j'ai été certaine que Richard dormait, mon téléphone a vibré avec un appel de Thomas. « Madame Lambert » dit-il à voix basse. J'ai enregistré leur conversation dans le parking de l'hôtel. J'ai utilisé un équipement spécial. Ils n'ont rien remarqué. Je vous l'envoie maintenant. Merci, ai-je simplement répondu. Quelques minutes plus tard, un fichier audio est apparu dans mes messages. J'ai mis mes écouteurs, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai appuyé sur lecture. La première voix que j'ai entendue était celle d'Olivia, froide et calculatrice. Rien à voir avec la voix douce qu'elle utilisait avec Antoine et moi. « Papa, dépêche-toi avec ce faux contrat. Je veux déjà avoir toute cette chaîne de pâtisserie. Je veux que cette vieille bique soit hors de la maison. » J'ai senti un coup à la poitrine, serrant fermement le téléphone. Puis vint la voix de Richard, profonde et confiante. « Ne t'inquiète pas pour les papiers. Hélène ne sait rien. Laisse-moi faire. Elle me fait trop confiance. » C'était comme un couteau qui se tordait dans mon cœur. Il n'avait pas seulement une liaison. Il complotait pour prendre tout ce que j'avais construit, ma chaîne de pâtisserie. Toutes mes années de travail, de sueur et de dévouement. J'avais commencé avec rien. Pâtissant depuis la cuisine minuscule de mon appartement et livrant aux cafés locaux. J'avais travaillé 18 heures par jour, manqué des vacances, investi chaque centime dans l'entreprise. Richard n'avait jamais mis les mains à la pâte, n'avait jamais travaillé au comptoir, n'avait jamais signé de contrat avec les hôtels,
Et maintenant lui et Olivia voulaient tout prendre, me chasser de la maison que j'avais créée. J'ai failli m'effondrer, mais j'ai trouvé le sang-froid de copier l'audio dans mon dossier sécurisé, en documentant soigneusement l'heure et le lieu de l'enregistrement. Il ne s'agissait plus seulement d'infidélité. Il s'agissait de l'œuvre de ma vie. Le lendemain matin, alors que je préparais le café à la pâtisserie, mon téléphone a de nouveau vibré. Thomas avait envoyé une autre série de photos prises avec un téléobjectif. Sur celle-ci, Richard et Olivia étaient assis dans sa voiture avec une épaisse pile de papier. Olivia avait un stylo rouge et annotait le document avec attention. Richard hochait la tête et souriait à côté d'elle. « J'ai entendu quelque chose », écrivit Thomas. « Il prévoit d'utiliser un contact chez le notaire pour accélérer le transfert. Je vais enquêter davantage. » J'ai zoomé sur la photo. Je ne pouvais pas lire le texte, mais ce n'étaient pas des documents de travail normaux. Il prévoyait de voler tout ce que j'avais construit. Étape par étape. J'ai rouvert le fichier audio et j'ai écouté à nouveau. Cette vieille bique. C'est ainsi qu'Olivia m'avait appelé. Je me suis souvenu de son arrivée dans notre famille, comment je l'avais accueillie, lui avais appris à cuisiner, l'avais serrée dans mes bras comme une fille. Je la considérais comme de la famille, je pensais qu'elle et Antoine construiraient un avenir ensemble. Et Richard, l'homme que j'aimais depuis que j'étais une jeune fille, qui avait promis d'être avec moi jusqu'à la fin, il s'était moqué de moi, une femme qui croyait encore en l'amour et en la famille. Madame Dubois, une cliente régulière, entra dans la pâtisserie. « Hélène, vos pâtisseries sont si fréquentées ces derniers temps. Votre chaîne s'agrandit merveilleusement. Je suis fière de vous. » Je forçai un sourire. « Merci. Je fais de mon mieux, mais à l'intérieur, j'étais anéantie. Que penserait Madame Dubois si elle savait la vérité? Me verrait-elle comme une femme forte ou juste comme une idiote trahie par son mari et sa belle-fille? Ce soir-là, au dîner, j'étais assise en face de Richard à notre table de cuisine. La lumière jaune projetait d'étranges ombres sur son visage alors qu'il mangeait et parlait d'un ton monocorde de sa journée. « Hélène, j'ai des papiers d'affaires importants à signer cette semaine. Tu devrais peut-être y jeter un œil. Ils sont un peu compliqués. » J'ai pris un morceau de pain, faisant semblant d'en prendre une bouchée. Dans ma tête, je ne pouvais entendre que la voix d'Olivia de l'enregistrement. « Papa, dépêche-toi avec les faux contrats. » Je savais qu'ils tâtaient le terrain, essayant de m'attirer dans leur complot. « Oui, je les regarderai plus tard, » répondis-je, ma voix délibérément fatiguée. « Je suis épuisée maintenant. » Il hocha la tête, prit une gorgée de vin et me regarda comme si de rien n'était. Mais je savais que derrière ce sourire se cachait un homme prêt à prendre tout ce que j'avais construit. Richard a bu quelques verres de vin de plus. Son visage est devenu rouge et il a commencé à bredouiller à propos d'un client difficile. J'ai hoché la tête comme si j'écoutais, mais à l'intérieur, je voulais crier. « Tu me crois si stupide que ça ?» Quand il s'est levé, titubant légèrement, et est allé dans la chambre, j'ai débarrassé la table. Il s'est effondré sur le lit, ronflant bruyamment, et a laissé ses clés de voiture sur la table de nuit. Je les ai fixées, mon cœur battant la chamade. C'était ma chance. Je suis entrée doucement dans la chambre, veillant à ne faire aucun bruit. Chaque pas était comme marcher entre la douleur et la résolution, entre le passé et un avenir incertain. J'ai saisi les clés et je suis allée directement au garage. La nuit était calme, seuls les grillons chantaient dehors. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone, éclairant le SUV de Richard. J'ai ouvert la portière, l'odeur d'essence mélangée à un parfum sucré, le parfum d'Olivia. J'ai ouvert la boîte à gants et j'ai trouvé un tube de lubrifiant personnel avec un bouchon mal vissé et un résidu séché sur le bord. Je l'ai tenu dans ma main, dégoûté. Il était clair qu'il l'avait utilisé récemment. Une confirmation que Richard et Olivia poursuivaient leur liaison. Je suis retournée dans la maison, mon cœur lourd mais mon esprit étrangement clair. C'était le moment de reprendre le contrôle. J'ai apporté le tube dans la cuisine, je me suis lavé les mains à fond avec du savon au citron, frottant comme pour effacer toute trace de leur trahison. Puis j'ai ouvert le tiroir à outils et j'ai pris un tube de superglue industrielle transparente, du même type que celle que j'utilisais pour réparer les chaises à la pâtisserie. C'était un outil de mon métier, maintenant une arme de ma vengeance. J'ai soigneusement dévissé le bouchon du lubrifiant et j'ai rempli le tube avec la colle. Goutte à goutte, jusqu'à ce qu'il soit complètement plein. J'ai essuyé l'embout, les secoué doucement pour mélanger et les tester légèrement. Le liquide sortait sans problème, tout comme le lubrifiant d'origine. Au premier coup d'œil, personne ne remarquerait la différence. J'ai remis le tube dans la boîte à gants, j'ai tout ajusté comme c'était, et j'ai refermé la voiture. J'ai vérifié le coffre et n'y ai trouvé que des sacs froissés, une bouteille d'eau vide et un préservatif non utilisé dans un coin. Mon cœur a raté un battement, mais je n'étais plus surprise. J'ai pris des photos avec mon téléphone, les ajoutant à ma collection croissante de preuves. De retour dans la maison, j'ai remis les clés à leur place à côté du réveil de Richard. J'ai pris un vieux livre et je me suis assise dans le salon, faisant semblant de lire.
La faible lumière tombait sur les pages, mais je ne pouvais me concentrer sur un seul mot. Ma tête tournait avec des pensées d'Antoine, mon fils, qui croyait être heureux en mariage avec Olivia. Comment pourrais-je lui dire que sa femme et son propre père nous trahissaient tous les deux? J'ai pensé à ma chaîne de pâtisserie, à 40 ans de travail et de nuit blanche, à toutes les disputes avec Richard quand il ne comprenait pas mon rêve. Il ne m'a jamais vraiment soutenu. Il attendait juste le bon moment pour tout prendre. 1 heure plus tard, Richard s'est réveillé et est entré en titubant dans la cuisine pour boire de l'eau. Il m'a vu lire et n'a rien soupçonné. Toujours pas couché, Hélène? Demanda-t-il d'une voix pâteuse. J'ai souri. Non, je lis un peu. Finis ton eau et retourne te coucher. Il a hoché la tête, a bu, et est retourné dans la chambre, se remettant à ronfler presque immédiatement. Je l'ai regardé comme s'il était un étranger. Cet homme qui avait autrefois promis d'être avec moi jusqu'à la fin planifiait maintenant de détruire ce que j'aimais le plus. Mais il ne savait pas que j'avais déjà commencé ma contre-attaque. Le lendemain matin, j'étais dans la cuisine de ma pâtisserie, pétrissant la pâte et préparant des viennoiseries pour une grosse commande d'hôtel. J'ai canalisé ma rage dans chaque mouvement, pressant la pâte de toutes mes forces. Quand je suis rentré pour le petit déjeuner, j'ai fait un effort pour paraître calme. Richard, dis-je en lui servant des œufs et du pain grillé. Je dois voyager à Marseille demain pour signer un contrat avec un nouveau partenaire. Je serai probablement de retour tard. Peux-tu t'occuper du dîner? Je l'ai observé attentivement. Il a levé les yeux, surpris. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose qui n'était pas de l'inquiétude. C'était du soulagement. Un gros contrat? Demanda-t-il en prenant ma main avec une tendresse feinte. Ne t'inquiète pas. Vas-y. Je me débrouillerai. Mais cette étincelle dans ses yeux, cette légère courbe de ses lèvres, il voulait que je parte, et je savais exactement pourquoi. Merci, ai-je souri. J. Tiapellere si J. rentre tard. Il a pris une autre gorgée de café, puis s'est levé, disant qu'il devait arriver tôt au bureau. En partant, j'ai remarqué qu'il avait oublié son téléphone sur la table. L'écran s'est allumé avec un appel manqué. Le nom qui est apparu était Alice Thomas. Mon Cone. J'étais sûr que c'était Olivia. Avant que je puisse toucher le téléphone, Richard est revenu, l'a saisi à la hâte et a éteint l'écran. Je l'avais oublié, marmonna-t-il avec un sourire forcé, et il est parti. Je suis resté là à regarder la porte se fermer, me sentant comme si j'avais été giflé. Il ne faisait même plus attention. Ce jour-là, j'ai travaillé mécaniquement, livrant du pain, signant des factures, souriant aux clients. Mais mon esprit était uniquement concentré sur Richard et Olivia. Je ne pouvais pas les laisser continuer leur tromperie derrière le dos d'Antoine et le mien. Ce soir-là, j'ai fait semblant d'être fatigué. Je dois me lever tôt demain pour prendre le bus pour Marseille, alors je vais me coucher, ai-je dit à Richard. Il a hoché la tête, me tapotant l'épaule. Repose-toi, Helene. Fais attention pendant ton voyage. Je me suis allongé et j'ai fermé les yeux, mais je suis resté alerte, à l'écoute de chaque bruit dans la maison. Vers minuit, les ronflements de Richard ont cessé. Je l'ai entendu se lever doucement du lit. La faible lumière de son téléphone illuminait l'obscurité alors qu'il quittait la chambre. Je l'ai suivi en silence, me cachant derrière le rideau épais du salon. Richard se tenait dans un coin sombre près de la fenêtre, le téléphone à l'oreille. Oui, bien sûr. Viens à la maison demain. On n'aura plus besoin d'aller à l'hôtel. Hélène doit partir en ville pour signer un contrat, et elle rentrera tard. J'ai entendu un petit rire de l'autre côté, la voix d'Olivia. C'est super, papa. Enfin, on peut se détendre. Richard Ari. Oui, bientôt. J.E.T. attendrai. Je suis resté figé derrière le rideau, mon sang bouillant. Il ne me trompait pas seulement. Il prévoyait de transformer ma maison, mon foyer, en leur lieu de rendez-vous. Je suis retourné silencieusement dans la chambre, j'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti le vieil enregistreur vocal d'Antoine, celui que je lui avais acheté pour l'université afin d'enregistrer ses cours. J'ai vérifié la pile, en ai mis une nouvelle et l'ai réglée sur enregistrement continu. Je l'ai caché derrière la bibliothèque à côté de la tête de lit, certaine qu'il capturerait tout. J'ai soigneusement ajusté le câble et l'ai recouvert d'un cadre photo de famille, la photo du mariage d'Antoine et Olivia. En la regardant, j'ai ressenti un dégoût amer. Avant de retourner au lit, j'ai vérifié que l'enregistreur fonctionnait correctement. J'ai placé le cadre photo pour dissimuler parfaitement le câble. Puis je me suis allongé, faisant semblant de dormir. Richard est revenu dans la chambre, s'est jeté sur le lit et a ronflé comme si de rien n'était. Mais mes yeux sont restés grands ouverts dans l'obscurité, plus éveillés que jamais. J'ai réglé mon réveil plus tôt que d'habitude et j'ai fermé les yeux, non pas pour dormir, mais pour me préparer à la prochaine étape de mon plan. Je me suis réveillé à 5 heures du matin, alors qu'il faisait encore nuit. La maison était silencieuse, à l'exception du ronflement régulier de Richard dans notre chambre. Dans la cuisine, j'ai regardé une poêle d'huile déjà sur la cuisinière. C'était l'étape finale de mon plan,
Un simple piège à fumée, mais suffisant pour révéler la vérité. J'ai attaché une fine ficelle à l'allumeur de la cuisinière, je l'ai fait passer jusqu'à la fenêtre et l'ai attachée à une lourde boîte de café que j'ai trouvée dans le placard. Il me suffisait de la tirer à distance pour que la flamme enflamme l'huile, créant une épaisse fumée noire, assez pour alarmer les voisins sans causer de réels dommages. J'ai légèrement ouvert la fenêtre près de la cuisinière pour que la fumée puisse s'échapper à l'extérieur. J'ai testé une fois. La fumée est montée rapidement, formant des spirales comme un avertissement. Je l'ai éteinte immédiatement, j'ai tout vérifié à nouveau et je me suis assuré de ne laisser aucune trace qui pourrait alerter Richard. J'ai enfilé une veste, attrapé mon grand sac à main et fait semblant de partir pour mon voyage. Avant de partir, je suis allé dans la chambre et j'ai secoué doucement Richard. Je dois aller à la gare routière maintenant, dis-je calmement. Je vais signer ce contrat. Je serai probablement de retour tard ce soir. Il a ouvert les yeux et a répondu d'une voix endormie. D'accord, fais attention, Hélène. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Puis il a enfoui son visage dans son oreiller et s'est rendormi. J'ai regardé l'homme que j'avais autrefois aimé et en qui j'avais confiance, maintenant allongé là, ignorant le piège qui l'attendait. Je me suis détourné, le cœur lourd, mais ma résolution ferme. Au lieu d'aller à la gare routière, j'ai traversé la rue pour me rendre chez Madame Dubois. Elle était ma voisine et amie depuis plus de 20 ans. Elle a ouvert la porte, surprise de me voir si tôt avec mon sac de voyage. « Hélène, que fais-tu debout à cette heure? Tout va bien » demanda-t-elle avec inquiétude. J'ai forcé un sourire. « Madame Dubois, puis-je rester ici quelques heures? J'ai besoin de surveiller ma maison. » Elle a froncé les sourcils mais n'a pas posé de questions. Elle m'a versé une tasse de café chaud et m'a donné une chaise près de la fenêtre. De là, j'avais une vue parfaite sur ma porte d'entrée. Vers 10 heures du matin, un taxi s'est arrêté devant ma maison. Olivia en est sortie, vêtue d'une robe florale légère et de lunettes de soleil sombre, comme si elle avait peur que quelqu'un la reconnaisse. Richard a ouvert la porte, a regardé autour de lui à la hâte et l'a rapidement fait entrer. J'ai serré ma tasse de café, mon cœur battant la chamade. C'est l'heure, murmurai-je, et j'ai allumé l'application connectée à l'enregistreur caché dans la chambre. Le son est parvenu à mes écouteurs, le rire d'Olivia, le cliquetis des verres, des pas lourds. Puis la voix profonde de Richard. Très bien, nous n'avons plus besoin de nous cacher dans un hôtel. Olivia rit. Tu sais vraiment choisir tes moments. La vieille bique est partie, n'est-ce pas? Je me suis mordu les lèvres, retenant ma rage en l'entendant m'appeler la vieille bique avec un tel mépris. Puis le lit a commencé à grincer, accompagné d'autres bruits que je ne voulais pas entendre. J'ai fermé les yeux, pris une profonde inspiration et me suis dit. Encore un peu, Hélène. Juste un peu plus longtemps. Quelques minutes plus tard, Olivia a crié. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est coincé. Sa voix était remplie de panique, presque sanglotante. Richard a groan. Tais-toi. Attends. Laisse-moi voir. J'ai souri sombrement et j'ai activé le piège à fumer à distance. La ficelle s'est tendue, la cuisinière s'est allumée et la poêle d'huile a pris feu. De la fumée noire s'est échappée de la fenêtre de la cuisine en épaisse spirale, se propageant à l'extérieur comme un signal d'alarme. Madame Dubois a halté. Hélène, ta maison est en feu. J'ai fait semblant d'avoir peur, mais à l'intérieur, je me sentais étrangement calme. Les voisins ont commencé à sortir dans leur jardin en criant « La maison d'Hélène est en feu. Appelez les pompiers. » Monsieur Martin, qui vivait à côté, a rapidement appelé le 112. Je suis restée assise, tenant ma tasse de café, les yeux fixés sur ma maison. Tout se déroulait selon le plan. Dans mes écouteurs, la voix d'Olivia devenait de plus en plus désespérée. « Richard, fais quelque chose. Je ne peux pas bouger. » Richard a ruggé. Ne crie pas. J'essaie. Mais je savais qu'il ne pouvait rien faire. La superglue industrielle faisait déjà effet, les laissant piéger dans leur moment le plus humiliant. J'ai regardé la fumée continuer de monter, devenant plus épaisse. Les voisins se sont rassemblés, criant de panique. « Où est Hélène ?» a demandé quelqu'un. « Elle est partie en voyage d'affaires », a répondu un autre. Madame Dubois, debout à côté de moi, me regarda avec des yeux suspicieux, mais ne dit rien. Elle se contenta de me serrer doucement la main. Je savais qu'elle se doutait de quelque chose, mais je n'avais pas besoin de m'expliquer. À peine 10 minutes plus tard, la sirène d'un camion de pompiers a retenti au bout de la rue. Le véhicule rouge a accéléré et s'est arrêté devant ma maison. J'ai vu Antoine sauter du siège conducteur dans son uniforme de chef de pompier, le visage tendu. Mon fils a crié fermement, « Préparez l'équipement. Il pourrait y avoir des gens à l'intérieur. » Je l'ai regardé et j'ai ressenti une douleur aiguë. Mon fils, toujours si fier de sa famille, était sur le point de faire face à la plus cruelle des vérités. J'ai voulu courir vers lui, le serrer dans mes bras et lui dire « Je suis désolé, Antoine. » Mais je n'avais pas le choix. Je suis resté immobile, laissant les événements se dérouler.
La fumée de la cuisine continuait de s'élever de manière dense, faisant croire à Antoine et à son équipe qu'il y avait un incendie grave. Mon fils a ouvert la voie avec une masse, défonçant la porte d'entrée. Le bruit du bois qui se brisait a résonné dans l'air. Ses coéquipiers ont suivi avec des lances et des extincteurs. J'écoutais l'agitation à travers l'enregistreur. Les cris désespérés de Richard se mêlaient aux sanglots d'Olivia. « Fais quelque chose, Richard. Je ne peux pas bouger. »« Tais-toi. Ne crie pas. » Je me suis mordu les lèvres, serrant le téléphone où l'application transmettait toujours l'audio du microphone caché. Ils étaient piégés, impuissants, exactement comme je l'avais prévu. Antoine est entré dans la chambre, et je ne pouvais qu'imaginer ce qu'il a trouvé. Son propre père et sa femme, nus, collés l'un à l'autre sur le lit, leurs visages pâles de douleur et de panique. À travers mes écouteurs, j'ai entendu la voix d'Antoine vaciller. « Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Un pompier derrière lui a murmuré sous le choc. « Oh mon Dieu !» Un autre n'a pas pu retenir un rire nerveux, mais Antoine a immédiatement crié. « Silence !» Je savais que ce cri n'était pas seulement pour maintenir l'ordre, mais la dernière tentative de mon fils pour gérer sa douleur. L'humiliation était maintenant exposée non seulement à Antoine, mais à toute l'équipe de pompiers et au voisinage. Un pompier est sorti en courant et a dit à mon fils « Chef, la fumée est sous contrôle. » C'était juste un petit feu d'huile dans la cuisine. Rien de grave. Mais Antoine n'a pas répondu. J'imaginais le jeune homme toujours dans la chambre, figé par ce qu'il voyait. Les voisins ont commencé à se rassembler devant la porte, pointant du doigt et chuchotant. « Qu'est-ce passé-t-il » C'est Richard et sa belle-fille, a crié une femme, sa voix pleine de choc. Madame Dubois, debout à côté de moi, a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer, capturant Richard et Olivia se tordant dans le lit, leurs visages déformés par la douleur. Elle me regarda avec des yeux pleins de compréhension et de colère en ma faveur. « Hélène, tu savais pour ça, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste hoché doucement la tête sans quitter la fenêtre des yeux. Antoine est sorti de la chambre. À travers le casque, j'ai entendu Richard crier d'une voix rauque. « Faites sortir tout le monde d'ici. » Fermez la porte, Antoine. Mais il était trop tard. Tout le quartier s'était rassemblé, leurs visages montrant du dégoût, leurs chuchotements formant un cœur de honte. Le beau-père et la belle-fille pris sur le fait. « Incroyable !» s'exclama un homme. « Pauvre Hélène, comment en est-on arrivé là ?» soupira une autre femme. Les pompiers, après un moment d'hésitation, ont dû agir. Ils ont enroulé des draps autour de Richard et Olivia, essayant de couvrir leurs corps collés, et les ont sortis sur des brancards. J'entendais les sanglots brisés d'Olivia mêlés à des gémissements de douleur. « S'il vous plaît, faites quelque chose. Je n'en peux plus. » Richard marmonnait faiblement. « Ne laissez personne nous voir. » Mais tout le quartier avait déjà vu. Il y avait des regards de révulsion, des rires moqueurs et des hochements de tête déçus. Ils ont été sortis, enveloppés dans un mince drap, au milieu de murmures croissants. Quelle honte! Le beau-père et la belle-fille. Mon Dieu, c'est dégoûtant, a dit quelqu'un dans la foule d'une voix forte. La foule était toujours rassemblée à l'entrée lorsque l'ambulance est partie avec sa sirène hurlante. Parmi les voix fortes, j'ai entendu des éclats de rire. Quel spectacle, a crié Madame Martin. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait des gens aussi sans vergogne dans ce monde. Une vieille femme a secoué la tête et a chuchoté à la personne à côté d'elle. Pauvre Hélène. Je me tenais parmi les gens, faisant semblant d'être surprise, comme si je venais de courir de la gare routière. Antoine se tenait immobile dans la cour, les bras ballants, le visage pâle comme un fantôme. Ses coéquipiers évitaient de le regarder et rassemblaient tranquillement leurs outils. Je savais qu'Antoine n'était pas seulement choqué de voir son père et sa femme collés ensemble dans le lit, mais par la double trahison des deux personnes qu'il aimait le plus. Je voulais courir et le serrer dans mes bras, lui dire que j'étais désolée de l'avoir laissé voir quelque chose comme ça. Mais je me suis retenue et j'ai marché derrière Madame Dubois, qui m'a accompagnée en silence, jusqu'à l'hôpital. Nous étions assises dans le couloir du 3e étage de l'hôpital Sainte-Marie, attendant sur des chaises en plastique inconfortables. Je maintenais l'expression inquiète d'une épouse qui venait de découvrir que sa maison avait pris feu pendant son absence. À l'intérieur, je ressentais un étrange mélange de satisfaction et de chagrin. Satisfaction que Richard et Olivia aient été démasqués. Chagrin pour ce que mon fils endurait. Antoine se tenait près de la fenêtre, regardant fixement le vide. Ses larges épaules, habituellement si fortes dans son uniforme de pompier, semblaient maintenant accablées. Il n'avait pas dit un mot depuis notre arrivée. Que pouvait-il dire? Son monde avait été brisé de la manière la plus humiliante qui soit. Des heures plus tard, un médecin est sorti, essuyant la sueur de son front. Il avait l'air épuisé et légèrement mal à l'aise en s'approchant de moi. « Madame Lambert, dit-il à voix basse. Nous avons réussi à les séparer. Heureusement, il n'y a pas eu de lésions tissulaires graves. Ils ont juste besoin d'une pommade pour l'irritation. » J'ai hoché la tête,
faisant semblant d'être soulagé. Merci, docteur. Puis-je les voir? Elle a hésité, puis a hoché la tête et m'a conduite au poste des infirmières où ils m'ont donné 2 tubes de pommade médicale. L'infirmière, une jeune femme aux yeux bienveillants, m'a regardée avec une compassion sincère. Madame, c'est une situation très difficile. Je suis vraiment désolée. Je lui ai fait un faible sourire, et dès qu'elle s'est détournée, j'ai glissé les tubes dans mon sac à main et les ai remplacés par 2 tubes de moutarde de Dijon forte que j'avais préparés ce matin-là, juste une autre partie de mon plan soigneusement orchestré. Mes mains ont bougé rapidement et avec assurance pendant que je changeais les tubes. Ce n'était pas de la rage impulsive. C'était une justice calculée. Je suis entré dans la chambre d'hôpital avec les tubes de moutarde à la main, feignant l'inquiétude. Richard, Olivia, vous allez bien? Olivia était dans le lit, ses cheveux en désordre, ses yeux rouges et gonflés de larmes. Elle ne pouvait pas me regarder. Richard, pâle et tiré, luttait pour croiser mon regard. Hélène, je peux expliquer, balbutia-t-il, mais je ne l'ai pas laissé continuer. J'ai posé les tubes de moutarde sur la table à côté du lit et je me suis retourné pour partir. Sur le seuil, je me suis arrêté et je les ai regardés. Ces 2 personnes qui avaient comploté pour tout me prendre, qui avaient trahi non seulement moi mais aussi Antoine. L'infirmière dit de l'appliquer généreusement sur les zones affectées, dis-je calmement, puis je suis sorti. Quelques minutes plus tard, des cris déchirants ont éclaté de la chambre. Lavoix de Olivia a purseless silenced al hospital. Ça brûle. Ma peau est en feu. La voix profonde de Richard s'est jointe à elle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qui a fait ça? Tout le couloir a été en ébullition. Patients et visiteurs sont sortis des chambres pour voir ce qui se passait. Une femme âgée a chuchoté à son fils. Ce sont eux, le couple de la vidéo. Le beau-père avec la belle-fille. Quelle honte, a ajouté un autre. Il le mérite. Le médecin s'est précipité dans la chambre, appelant les infirmières pour nettoyer leur peau et appliquer un agent neutralisant. Mais l'humiliation de Richard et Olivia était déjà publique, impossible à contenir. La vidéo de Madame Dubois les montrant sortis sur des brancards s'était répandue dans tout le quartier et sur les réseaux sociaux locaux. Je suis resté dans le couloir à écouter les chuchotements, ayant l'impression que toute la communauté assistait à la chute de ces 2 traîtres. Lorsque l'agitation s'est calmée, Antoine est entré dans la chambre d'hôpital avec un épais dossier à la main. Je l'avais appelé dès que l'ambulance était partie, lui demandant de récupérer l'enveloppe avec les preuves que j'avais sauvegardées dans mon tiroir, ainsi que les papiers de divorce que j'avais préparés au cours des 2 derniers jours. Il m'a tendu le dossier sans un mot, son regard vide. Je l'ai ouvert, j'ai sorti les documents et je les ai posés sur la table devant Richard et Olivia. J'ai regardé Richard droit dans les yeux, ma voix froide mais ferme. 40 ans de mariage se terminent ici. Signez ces papiers et ensuite faites ce que vous voulez, tant que vous disparaissez de la vie de mon fils et de la mienne. Olivia s'est effondrée en sanglotant, regardant Antoine. Chérie, pardonne-moi. J'ai fait une terrible erreur. S'il te plaît, je t'en supplie. Pardonne-moi. Mais Antoine la fixa simplement, son regard dur comme de la pierre, et partit sans dire un mot. Richard a essayé de saisir ma main, sa voix tremblante. Hélène, écoute-moi. Je ne voulais pas ça. C'est juste arrivé. Je me suis dégagé, le coupant. Ne dis pas un mot de plus, Richard. Tu as choisi cette voie. Hélène, s'il te plaît, cria-t-il désespérément, mais une infirmière apparut à la porte. Taisez-vous. C'est un hôpital. Je me suis retourné et je suis parti sans regarder en arrière. Dans le couloir, j'ai trouvé Antoine appuyé contre le mur, la tête dans les mains. Je me suis approché et j'ai posé ma main sur son épaule, mais il n'a pas levé les yeux. Maman, murmura-t-il, sa voix brisée. Pourquoi a-t-il fallu que ce soit papa? Pourquoi elle? Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste serré fort dans mes bras, partageant sa douleur avec la mienne. À ce moment-là, je savais que Richard et Olivia avaient tout perdu, leur dignité, leur mariage, même leur complot. Mais Antoine et moi avions aussi perdu une famille. Je ne pouvais qu'espérer qu'avec le temps, nous trouverions la paix. Une semaine s'est écoulée dans un tourbillon de chuchotements et de regards compatissants. Ma pâtisserie n'avait jamais été aussi fréquentée, un effet secondaire étrange du scandale. Il semblait que tout Valbonne voulait acheter des pâtisseries à la femme dont le mari et la belle-fille avaient été surpris dans une position si compromettante. « Hélène, tu es si forte », a dit Madame Dubois un matin, tenant un sac de croissants fraîchement cuits. « Tout le quartier admire la façon dont tu gères cela. » J'ai souri et je l'ai remercié, mais la vérité était plus compliquée. Les gens me disaient forte, mais cette force venait des morceaux brisés de mon cœur. Chaque fois que je regardais les fours où j'avais travaillé avec sueur et larmes pendant 40 ans, je me souvenais de Richard et Olivia, qui avaient voulu tout me prendre et avaient échoué. Antoine avait emménagé avec moi le lendemain de l'incident. Il ne parlait pas beaucoup de ce qui s'était passé, mais j'ai remarqué le changement.
Il n'était plus l'Antoine joyeux et facile à vivre qu'il était. Ses yeux portaient maintenant une blessure qui ne guérirait peut-être jamais complètement. « Maman, je veux rester ici un moment », m'a-t-il dit ce premier soir en arrivant avec une valise. « Je t'aiderai à gérer la pâtisserie, à parler aux clients, à gérer les livraisons, tout ce dont tu as besoin. » Je l'ai serré dans mes bras, sentant la chaleur du fils que j'avais élevé, et j'ai juste hoché la tête sans poser de questions. Je savais qu'Antoine avait besoin de temps, et moi aussi. Chaque matin, nous ouvrions la pâtisserie ensemble. Je préparais les fours et disposais les plateaux pendant qu'Antoine examinait les factures et appelait les hôtels et les restaurants. « Maman, l'Hôtel Royal veut augmenter sa commande de viennoiserie pour la semaine prochaine », a-t-il appelé de la caisse, sa voix calme, mais manquant de son éclat habituel. « Très bien », ai-je répondu. « Confirme la commande. Je préparerai plus de pâtes. » Ces moments simples me donnaient une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Il n'y avait plus de faux regards de Richard, plus de douceur calculatrice d'Olivia. C'était juste Antoine et moi, prenant soin de ce qui restait. Les dîners se passaient juste entre nous deux maintenant. Nous nous asseyions face à face dans la petite cuisine, mangeant des repas simples, parfois du riz avec des haricots et du poulet. Parfois juste des sandwichs et du café. « Maman, tu peux faire un flan ce week-end » a-t-il demandé un soir avec un léger sourire, le premier que j'avais vu depuis le scandale. « Bien sûr », ai-je répondu, sentant une petite étincelle d'espoir. « Mais tu dois m'aider à remuer le caramel. » Il a hoché la tête. Et à ce moment-là, j'ai senti que nous nous remettions lentement mais sûrement. Richard a appelé plusieurs fois cette semaine-là. J'ai laissé les appels aller sur la messagerie vocale. Ces messages devenaient de plus en plus désespérés. Helene, SILT plate par moi. J'ai fait une terrible erreur. J'ai tout perdu. J'ai supprimé chaque message sans répondre. Que pourrait-il bien dire qui annulerait ce qu'il avait fait? 40 ans de mariage détruits non seulement par l'infidélité, mais par un plan calculé pour voler l'œuvre de ma vie. Olivia a également essayé de contacter Antoine. Elle a laissé des messages vocaux en larmes, envoyé des dizaines de SMS et s'est même présentée à la pâtisserie un après-midi. Antoine l'a vue par la fenêtre et est immédiatement allé dans l'arrière-boutique. « Dis-lui que je ne suis pas là », a-t-il dit calmement. Je suis sorti pour lui faire face. Olivia se tenait là avec des lunettes de soleil de créateur, ses cheveux parfaitement coiffés, ne ressemblant en rien à la femme débraillée de l'hôpital. « Antoine ne veut pas te voir », lui ai-je dit fermement. « Et moi non plus. » SILT plate pars. « Hélène, tu dois comprendre, » a-t-elle commencé, la voix brisée. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Richard, il m'a manipulée. J'ai failli rire de l'absurdité. Olivia, j'ai entendu les enregistrements. J'ai vu les preuves. Ce n'était pas juste une liaison. Vous deux, vous complotiez pour prendre mes pâtisseries, ma maison. Tu m'as appelé la vieille bique, tu te souviens? Son visage a pâli. Tu nous enregistrais? Chaque mot, ai-je confirmé. Maintenant, s'il te plaît, pars avant que j'appelle la police pour violation de propriété. Elle a reculé, sa façade s'effondrant. Ce n'est pas fini, a-t-elle marmonné. Mais nous savions toutes les deux que c'était le cas. Ce soir-là, alors qu'Antoine et moi fermions la pâtisserie, Thomas Renaud est passé. Il avait l'air différent à la lumière du jour, plus accessible, moins mystérieux. « Madame Lambert, je voulais prendre de vos nouvelles », a-t-il dit. « Comment tenez-vous le coup ?» Je lui ai offert un café et une pâtisserie fraîche. On se débrouille. Merci pour votre aide. Il a hoché la tête, prenant une bouchée de la pâtisserie. Je fais ce métier depuis 20 ans, mais je n'ai jamais rien vu de tel que ce qui vous est arrivé, avouez à votre fils. Antoine nous a rejoints, essuyant la farine de ses mains. Monsieur Renaud, je suis Antoine. Thomas lui a serré la main. Votre mère est une femme remarquable. Je suis désolé pour ce qui s'est passé, mais j'admire la façon dont vous allez de l'avant tous les deux. On n'a pas vraiment le choix, a dit Antoine en haussant les épaules. Mais on prend les choses un jour à la fois. Après le départ de Thomas, Antoine m'a regardé avec une nouvelle curiosité. Maman, depuis combien de temps savais-tu, avant ce jour-là? J'ai essuyé le comptoir, choisissant mes mots avec soin. Environ une semaine. J'ai trouvé des choses qui ne collaient pas. Alors, j'ai engagé Monsieur Renaud. Antoine a hoché lentement la tête. Et la superglue, la fumée de la cuisine, c'était tout prévu. J'ai croisé son regard sans ciller. Oui. À ma surprise, un petit sourire a effleuré les coins de sa bouche. Maman, je ne savais pas que tu pouvais être aussi stratégique. Pour la première fois depuis des jours, nous avons tous les deux ri, un son purifiant et guérisseur qui a résonné dans la pâtisserie vide. 2 semaines après l'incident, j'ai reçu un appel de Sandra Vidal, mon avocate de longue date. Je lui avais envoyé toutes les preuves que Thomas avait recueillies, y compris les enregistrements de Richard et Olivia discutant de leur plan pour prendre le contrôle de mes pâtisseries. Hélène, j'ai tout examiné, a dit Sandra.
Richard et Olivia tentaient de commettre une fraude. Ils prévoyaient de falsifier votre signature sur les documents de transfert de vos actifs commerciaux. Je me suis assise, me sentant soudainement épuisée. Peuvent-ils être poursuivis? Nous pourrions engager des poursuites pénales, a expliqué Sandra. Mais cela signifierait un procès public, plus d'attention médiatique. C'est ce que vous voulez? J'ai pensé à Antoine, à la pâtisserie, à ma propre tranquillité d'esprit. Non, je veux juste que ce soit terminé. Dans ce cas, j'ai rédigé les papiers de divorce qui incluent une protection complète de vos actifs commerciaux et de votre propriété. Richard n'aura aucune prétention sur quoi que ce soit lié aux pâtisseries Lambert. Merci, Sandra. Envoyez-les-moi et je les signerai immédiatement. Cet après-midi-là, j'ai reçu un autre appel, cette fois d'Éléonore Thomas. Hélène, as-tu vu le site d'actualité locale? Mon estomac s'est noué. Non. Pourquoi? Il y a une vidéo de Richard et Olivia sortis de ta maison sur des brancards. C'est devenu viral localement. J'ai fermé les yeux, prenant une profonde inspiration. Je vais vérifier. Effectivement, la vidéo était en tête des actualités sur le site de la communauté de Valbonne. Le titre disait « Scandale local, un avocat de renom pris avec sa belle-fille ». La section des commentaires était remplie d'un mélange d'indignation, de moquerie et de sympathie pour Antoine et moi. Je l'ai montré à Antoine quand il est revenu de ses livraisons. Il l'a regardé sans expression, puis m'a rendu le téléphone. « Est-ce que ça te dérange que ce soit public ?» ai-je demandé doucement. Il a secoué la tête. « Tout le monde le sait déjà. Peut-être que c'est mieux comme ça. Plus de secrets, plus de mensonges. » Plus tard ce soir-là, alors que nous nous préparions à fermer la pâtisserie, la cloche au-dessus de la porte a tinté. J'ai levé les yeux pour voir Richard debout, l'air plus vieux de plusieurs années qu'il ne l'était il y a quelques semaines à peine. Son apparence habituellement impeccable était débraillée, chemise froissée, visage mal rasé, cerne sous les yeux. Antoine s'est immédiatement placé entre nous, sa posture protectrice. « Papa, tu ne devrais pas être ici. » Richard a levé les mains dans un geste apaisant. « Je veux juste parler. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. » J'ai fait un signe de tête à Antoine. « C'est bon. Je vais écouter ce qu'il a à dire. » Antoine a hésité, puis s'est écarté, bien qu'il soit resté à proximité, les bras croisés. Richard s'est approché du comptoir, mais a gardé ses distances. « Hélène, je sais que rien de ce que je dirai ne pourra annuler ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches que je suis désolée. Désolée de l'avoir fait, ou désolée de t'être fait prendre. » ai-je demandé, la voix ferme. Il a tressailli. « Les deux, je suppose. Mais surtout, je suis désolée de t'avoir trahi après 40 ans. Tu méritais mieux. » Oui, c'est vrai, ai-je convenu. Et Antoine aussi? Richard a jeté un coup d'œil à notre fils, la douleur gravée sur son visage. Antoine Jenny. Antoine L.A. Coupe. Je ne suis pas prêt à l'entendre. Richard a hoché la tête, acceptant cela. Je comprends. Il s'est tourné vers moi. Sandra m'a envoyé les papiers de divorce. Je les ai tous signés. La maison est à toi, bien sûr. L'entreprise a toujours été la tienne. Je n'y ai jamais rien contribué de toute façon. Il y avait une vérité amère dans ces mots. Alors que j'avais bâti mon empire de la pâtisserie à partir de rien, Richard avait poursuivi sa carrière d'avocat, gardant nos finances largement séparées. « Où iras-tu » Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Mon cabinet m'a demandé de prendre un congé. La vidéo, eh bien, ça a affecté ma réputation professionnelle. Je reste dans un hôtel pour l'instant. Je vais probablement déménager à Paris. Recommencer à zéro. Un instant, j'ai presque eu pitié de lui. Presque. Et Olivia, a soudainement demandé Antoine, la voix tendue. Le visage de Richard s'est assombri. Je ne lui ai pas parlé depuis l'hôpital. Quoi qu'il y ait eu entre nous, c'est fini. Est-ce que ça en valait la peine? Ai-je demandé doucement. Gâcher 40 ans de mariage, trahir ton fils, comploter pour voler mon entreprise. Est-ce qu'elle valait tout ça? Richard a baissé les yeux, incapable de croiser mon regard. Non. Rien ne pourrait valoir ça. Après son départ, Antoine et moi sommes restés assis en silence pendant un long moment. Finalement, il a parlé. Tu penses qu'il dit la vérité, que c'est fini entre eux? Je ne sais pas, ai-je admis. Et honnêtement, je m'en fiche. Ils sont hors de nos vies maintenant, et c'est ce qui compte. Antoine a hoché lentement la tête. Tu sais ce qui est le plus étrange? Une partie de moi les aime encore tous les deux. Papa m'a élevé, et je pensais qu'Olivia était l'amour de ma vie. Comment est-ce qu'on éteint ça? Tout simplement. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. On ne l'éteint pas. On apprend juste à vivre avec, et finalement, ça fait un peu moins mal chaque jour. Il a serré ma main, ses yeux se remplissant de larmes. Je suis content de t'avoir encore, maman. Toujours, ai-je promis. On traversera ça ensemble.
6 semaines après l'incident, alors que la vie semblait s'installer dans son nouveau rythme, alors que la vie semblait s'installer dans son nouveau rythme, j'ai reçu une lettre recommandée. Elle provenait de Benson et Associés, un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. Avec un pressentiment, je l'ai ouverte à la table de la cuisine. Chère Madame Lambert, commençait-elle formellement. Cette lettre a pour but de vous informer que notre cliente, Madame Olivia Lambert, intente une action en justice contre vous pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, agression et dommages liés aux événements du 15 juillet 2023. Mes mains se sont mises à trembler. La lettre continuait en détaillant comment j'avais, de manière malveillante et avec préméditation, remplacé un lubrifiant personnel par un adhésif industriel, causant une douleur physique intense, une humiliation publique et un traumatisme psychologique durable. Olivia demandait 500 000 € de dommages et intérêts. Quand Antoine est rentré de son service à la caserne des pompiers, je lui ai tendu la lettre sans un mot. Son visage s'est assombri à la lecture. C'est incroyable, a-t-il grondé. Après ce qu'elle nous a fait, elle te poursuit en justice. Je me suis affalée sur une chaise, sentant soudainement le poids de mes 56 ans. Elle doit être désespérée pour de l'argent ou par vengeance. Antoine arpentait la cuisine. Je vais appeler Sandra tout de suite. C'est absurde. Olivia complotait pour voler ton entreprise. Nous avons les enregistrements, les preuves. Et comment avons-nous obtenu ces enregistrements? Ai-je demandé calmement. En plaçant secrètement des appareils dans notre chambre. En organisant la situation où ils ont été surpris. En remplaçant ce produit par de la colle. Antoine a cessé de faire les 100 pas. Maman, tu as fait ce que tu devais faire. Ils conspiraient contre toi. Mais légalement, ce que j'ai fait n'était pas exactement irréprochable. Sandra Vidal a accepté de nous rencontrer le lendemain matin à son bureau. Contrairement à Richard et son cabinet clinquant du centre-ville, Sandra travaillait depuis un modeste bureau dans une maison victorienne aménagée. Ses murs étaient tapissés de livres de droit, et son bureau était un chaos organisé, des piles de papiers empilés avec une précision qu'elle seule comprenait. C'est une situation compliquée, a-t-elle dit après avoir examiné la lettre et écouté notre explication. Hélène, ce que vous avez fait pourrait techniquement être considéré comme une agression. Les appareils d'enregistrement que vous avez placés pourraient également enfreindre les lois sur le consentement. Mon cœur s'est serré. Donc Olivia a un dossier solide. Elle a assez pour que l'affaire ne soit pas immédiatement rejetée, a admis Sandra. Mais nous avons des contre-mesures. Les enregistrements, bien que potentiellement problématiques dans la manière dont ils ont été obtenus, révèlent une conspiration en vue de commettre une fraude. C'est une infraction pénale. Antoine s'est penché en avant. Alors, que faisons-nous? Sandra a tapoté pensivement son stylo contre son bureau. Nous contre-attaquons. Nous affirmons qu'Olivia et Richard conspiraient pour escroquer Hélène de ses actifs commerciaux. Nous exigeons qu'Olivia abandonne son procès, sinon nous engagerons des poursuites pénales et demanderons nos propres dommages et intérêts civils. Est-ce que ça marchera? Ai-je demandé. C'est possible? Olivia a plus à perdre ici que vous. Hélène, une condamnation pour fraude pourrait avoir un impact sur son futur emploi, voire entraîner une peine de prison. Vos actions, bien qu'extrêmes, étaient une réponse à une menace réelle. Antoine Sarah, maman. Nous ne reculerons pas, maman. Pas après ce qu'ils ont essayé de te faire. Ce soir-là, alors que nous fermions la pâtisserie, Rebecca est passée. Elle était devenue une présence régulière dans nos vies, apportant souvent du café à Antoine pendant ses services matinaux à la pâtisserie. Antoine m'a parlé du procès, a-t-elle dit en m'aidant à essuyer les comptoirs. Comment tenez-vous le coup? J'ai réussi un sourire fatigué. Un jour à la fois. C'est juste que, je pensais que c'était fini. Que nous pourrions avancer. Rebecca a hoché la tête avec sympathie. Certaines personnes ne peuvent pas lâcher prise. Olivia semble être l'une d'entre elles. Le pire, ai-je confessé, c'est qu'une petite partie de moi se sent coupable. Pas de les avoir démasqués, ils le méritaient, mais de la manière dont je l'ai fait. La colle, la moutarde. C'était si calculé. Il calculait pour tout vous prendre, m'a rappelé doucement Rebecca. Vous vous êtes défendu? Plus tard, en me préparant pour le lit, je me suis surprise à fixer la photo que je gardais toujours sur ma table de nuit, un portrait de famille de temps plus heureux. Richard, Antoine et moi à la remise de diplôme d'Antoine. Nous avions l'air si heureux, si unis. Il semblait impossible que nous en soyons arrivés là. J'ai pris le cadre, j'ai ouvert le dos, j'ai retiré la photo et je l'ai placée dans un tiroir. Il était temps de laisser partir cette version de nous. Elle n'était plus réelle. Et peut-être ne l'avait-elle jamais été. Le lendemain matin, j'ai été surprise par un coup à ma porte d'entrée. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé Olivia debout, l'air très différent de la dernière fois que je l'avais vue. Fini les vêtements de marque et le maquillage parfait. Elle portait un jean et un simple chemisier, ses cheveux tirés en queue de cheval. « Que fais-tu ici » ai-je demandé, me déplaçant instinctivement pour bloquer l'entrée.
Je dois te parler, Hélène, a-t-elle dit, sa voix manquant de son assurance habituelle. S'il te plaît, 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé entrer mais j'ai laissé la porte ouverte. Nous sommes restés dans l'entrée, aucune de nous n'offrant de passer au salon. Je retire ma plainte, a-t-elle dit brusquement. J'ai cligné des yeux, surprise. Pourquoi? Parce que c'était stupide et vindicatif, a-t-elle admis. Et parce que votre avocate a contacté la mienne au sujet d'une contre-poursuite pour conspiration en vue de commettre une fraude. J'ai étudié son visage, cherchant la manipulation, l'angle. Que veux-tu, Olivia? Elle a soupiré, les épaules affaissées. Rien. Je voulais juste que tu saches que je quitte Valbonne. J'ai accepté un poste à Lille. Est-ce qu'Antoine est au courant? Elle a secoué la tête. J'ai pensé qu'il valait mieux que ça vienne de toi. J'ai signé les papiers de divorce. Ils seront finalisés la semaine prochaine. J'ai croisé les bras. Pourquoi es-tu vraiment là, Olivia? Il ne s'agit pas seulement du procès ou de me dire que tu pars. Elle a croisé mon regard directement pour la première fois. Je voulais dire que je suis désolée. Non pas que ça change quoi que ce soit ou que ça améliore les choses, mais tu devrais savoir que je regrette ce que j'ai fait, à toi, à Antoine et à Richard. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, regrettes-tu ce que tu as fait avec lui? Une émotion complexe a traversé son visage. Richard et moi, ce n'était pas ce que tu penses. Ça a commencé comme une erreur, c'est devenu une habitude, et puis... Elle s'est interrompue. Et puis vous avez décidé de... Voler mon entreprise, ai-je terminé pour elle? Elle a baissé les yeux. C'était l'idée de Richard au départ. Il disait que tu n'appréciais pas ce que tu avais, qu'il pourrait mieux gérer les pâtisseries. Je me suis laissé entraîner. Ça n'excuse rien. Je sais, a-t-elle convenu doucement. Rien ne l'excuse. Je voulais juste que tu saches que je n'ai jamais eu l'intention de blesser Antoine. Je l'aimais, à ma façon. Ta façon n'était pas suffisante, ai-je dit sans détour. Il méritait mieux. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Oui, il le méritait. C'est pour ça que je pars. Pour qu'il puisse passer à autre chose sans ce rappel constant. Alors qu'elle se tournait pour partir, je me suis surprise à demander « As-tu parlé à Richard ?» Un sourire amer a traversé ses lèvres. Non. Il ne veut plus rien avoir à faire avec moi maintenant. Il s'avère qu'il se servait de moi autant que je me servais de lui. Après son départ, je me suis assise sur la balançoire du porche, digérant la rencontre. Il n'y avait aucune satisfaction à voir Olivia rabaissée, aucun triomphe dans son regret, juste une triste reconnaissance de la manière dont nous nous étions tous profondément blessés les uns les autres. Quand Antoine est arrivé pour nous conduire à la pâtisserie, je lui ai parlé de la visite d'Olivia et de ses projets de quitter la ville. Il est resté silencieux un long moment. Bien, a-t-il finalement dit. Ce sera plus facile sans elle. Ça va? Ai-je demandé doucement. Il a haussé les épaules. CAIRA. C'est étrange. Il y a quelques mois, je pensais que nous passerions nos vies ensemble. Maintenant, j'ai l'impression que c'est une étrangère. Le temps a une façon de changer notre perspective, ai-je dit. Parfois pour le mieux. En route vers la pâtisserie, j'ai regardé par la fenêtre les rues familières de Valbonne. Pendant 40 ans, cette ville avait été le décor de mon mariage, de mon entreprise, de ma vie. Maintenant, c'était le cadre d'un nouveau chapitre, un chapitre que je n'avais jamais prévu mais que j'apprenais à accepter. La chaleur de l'été provençal commençait à s'estomper à l'arrivée de septembre, apportant des températures légèrement plus fraîches et la promesse de l'automne. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'incident qui avait bouleversé nos vies, et chaque jour semblait un peu plus facile que le précédent. Je me tenais dans la cuisine de la pâtisserie tôt un matin, l'odeur réconfortante de la levure et de la cannelle m'entourant alors que je préparais la première fournée de brioche de la journée. Le mouvement rythmique du pétrissage de la pâte avait toujours été thérapeutique pour moi. Mais maintenant, il revêtait une signification encore plus profonde, un rappel que certaines choses restaient constantes, même lorsque tout le reste changeait. La petite cloche au-dessus de la porte d'entrée a tinté, et j'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Il n'était que 5h30 du matin, trop tôt pour les clients. Maman a appelé Antoine. Tu es là? Dans la cuisine, ai-je répondu en essuyant la farine de mes mains. Antoine est apparu dans l'embrasure de la porte, son uniforme de pompier remplacé par un jean et une chemise décontractée. Rebecca se tenait à ses côtés, sa main liée à la sienne. Bonjour, ai-je souri. Vous êtes tous les deux là de bonne heure. Ils ont échangé un regard qui a immédiatement mis mes instincts maternels en alerte. Quelque chose était différent. Nous voulions te parler avant que la pâtisserie ne s'anime, a dit Antoine, sa voix un mélange de nervosité et d'excitation. J'ai fait un geste vers la petite table dans le coin où je prenais parfois mes pauses café. Asseyez-vous. Je vais nous faire du café. En préparant le café, j'ai remarqué la main d'Antoine reposant protectriquement sur le bas du dos de Rebecca, la façon dont elle se penchait légèrement contre lui.
Ils sortaient ensemble depuis 2 mois maintenant, se rapprochant de plus en plus. Rebecca était devenue une figure régulière de nos dîners du dimanche, et je m'étais sincèrement attachée à elle. J'ai posé 3 tasses sur la table et je les ai rejoints. Qu'avez-vous en tête? Antoine a pris une profonde inspiration. Maman. Rebecca et moi avons parlé de l'avenir. Mon cœur a raté un battement. Était-ce ce que je pensais? Rebecca a souri, une pointe d'incertitude dans les yeux. Nous savons que cela peut sembler rapide, surtout après tout ce qui s'est passé, mais nous emménageons ensemble, a terminé Antoine. Le bail de Rebecca se termine le mois prochain et nous avons décidé de franchir cette étape. J'ai ressenti un mélange d'émotions, la joie que mon fils aille de l'avant, l'inquiétude que ce soit peut-être trop tôt après son divorce. Le soulagement qu'il n'annonce pas encore de fiançailles. Je pense que c'est merveilleux, dis-je sincèrement. Rebecca, tu as été une présence si positive dans nos vies ces derniers mois. Son visage s'est détendu. Merci, Hélène. Cela signifie beaucoup pour moi. Mais, a continué Antoine, ce n'est pas tout ce dont nous voulions discuter. J'ai haussé un sourcil. Ah, bon. Nous avons cherché des appartements, mais rien ne semble tout à fait convenir. Et puis nous avons pensé, l'appartement au-dessus de la pâtisserie est vide depuis que Madame Gonzalez a déménagé en Espagne l'année dernière. L'appartement au-dessus de notre boutique du centre-ville avait servi de revenu locatif pendant des années, mais je n'avais pas eu l'énergie de trouver de nouveaux locataires après le départ de l'âgée Madame Gonzalez. Vous voulez y vivre? Ai-je demandé, surprise. Antoine a hoché la tête avec empressement. Ce serait parfait. Je pourrais aider à ouvrir la pâtisserie le matin avant mes gardes à la caserne. L'hôpital de Rebecca n'est qu'à 3 rues, et nous te paierions un loyer. Bien sûr que non, dis-je fermement, puis je souris à leurs expressions inquiètes. Je veux dire, vous ne paierez pas de loyer. L'appartement est à vous si vous le voulez. Mais considérez cela comme mon investissement dans votre avenir commun. Les yeux de Rebecca se sont écarquillés. Hélène, c'est trop généreux. Nous ne pouvons pas. Vous pouvez et vous le ferez, ai-je insisté. Cet appartement est dans la famille depuis des décennies. Cela me rendrait heureuse de le voir à nouveau rempli de vie. Antoine m'a serré fort dans ses bras. Merci, maman. Cela signifie tout pour nous. Alors qu'ils partaient pour commencer leur journée, je suis restée à table, sirotant mon café et réfléchissant à tout ce qui avait changé. Il y a 6 mois, Antoine était marié à Olivia, vivant dans leur petite maison de l'autre côté de la ville. Richard et moi approchions de notre 40e anniversaire, vivant dans ce que je pensais être, sinon un bonheur parfait, du moins une familiarité confortable. Maintenant, Richard était parti. J'avais appris par des amis communs qu'il avait en effet déménagé à Paris et avait pris un poste dans un cabinet d'avocats plus petit. Olivia était partie pour Lille. Sa plainte abandonnée, sa présence dans nos vies s'estompant comme un mauvais rêve. Et Antoine repartait à zéro avec une femme qui semblait sincèrement se soucier de lui, qui le regardait avec respect et affection plutôt qu'avec calcul. Quant à moi, je découvrais que la vie à 56 ans pouvait encore réserver des surprises. Le divorce avait été finalisé sans drame, Richard acceptant toutes mes conditions sans argument. La pâtisserie était florissante. Notre commerce en ligne se développait plus vite que nous ne pouvions le suivre. Et j'avais trouvé une joie inattendue à encadrer de jeunes boulangers en donnant des cours spéciaux au centre communautaire 2 fois par mois. Madame Hélène, la voix de Marie a interrompu mes pensées alors qu'elle arrivait pour son service. Le camion de livraison vient d'arriver avec la commande de farine de la semaine. Je me suis levée, mettant de côté la mélancolie. Il y avait du travail à faire, du pain à cuire, une entreprise à gérer. Le passé était le passé. C'était l'avenir qui exigeait maintenant mon attention. 2 semaines après qu'Antoine et Rebecca ont emménagé dans l'appartement au-dessus de la pâtisserie, j'ai reçu une autre lettre recommandée. Celle-ci provenait de Whitmore et Associés, l'ancien cabinet d'avocats de Richard. Mes mains tremblaient légèrement en l'ouvrant, craignant une autre poursuite. Le contenu était pire que ce que j'imaginais. Chère Madame Lambert, commençait-elle. Notre client, Monsieur Richard Lambert, exerce sa revendication de propriété partielle des pâtisseries Lambert sur la base des contributions conjugales pendant les 40 ans de votre partenariat. Bien que le jugement de divorce vous ait accordé la pleine propriété de l'entreprise, notre client conteste cette décision au motif que son soutien financier et ses conseils commerciaux ont été essentiels au succès de l'entreprise. Je me suis assise lourdement sur le canapé, la lettre serrée dans mes mains tremblantes. Soutien financier, conseils commerciaux. Richard n'avait jamais contribué un centime à mes pâtisseries. Il n'avait même jamais travaillé un seul jour derrière le comptoir. Le soutien financier était allé dans l'autre sens. Les bénéfices de ma pâtisserie avaient aidé à payer ses études de droit, sa voiture de luxe, notre style de vie confortable. La lettre continuait. Monsieur Lambert demande 45% de la propriété des pâtisseries Lambert ou une compensation financière équivalente. Nous suggérons une réunion pour discuter d'une résolution à l'amiable avant de procéder en justice.
J'ai immédiatement appelé Sandra Vidal, lisant la lettre mot pour mot au téléphone. C'est ridicule, dit-elle, sa voix tendue de colère contenue. Le règlement du divorce stipulait explicitement que les pâtisseries étaient votre propriété distincte. Alors comment peut-il faire ça? Il essaie de vous intimider, Hélène. Il sait que l'entreprise se porte bien, surtout avec la nouvelle expansion en ligne. Il a probablement des difficultés financières et voit cela comme sa porte de sortie. Que faisons-nous? Ai-je demandé, luttant pour garder ma voix stable. Ne paniquez pas, a conseillé Sandra. Et n'assistez à aucune réunion sans ma présence. Je vais rédiger une réponse et commencer à préparer notre défense. Juste au cas où cela irait au tribunal. Quand Antoine est revenu de son service à la caserne, je lui ai montré la lettre. Son visage s'est assombri à chaque ligne qu'il lisait. Il est incroyable, a grondé Antoine. Après tout ce qu'il a fait, il essaie de prendre ton entreprise, maman. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. Nous ne le laisserons pas faire, ai-je promis. Bien que la peur me rongeât l'estomac, les batailles juridiques étaient coûteuses et épuisantes. Même si nous gagnions, le processus pourrait drainer nos ressources et notre énergie. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai fait les 100 pas dans la cuisine, préparant une théière que je n'ai pas bu, regardant par la fenêtre la rue calme. Comment en étions-nous arrivés là? Après 40 ans de mariage, après avoir construit une vie ensemble, Richard tentait de prendre la seule chose qui était indéniablement mienne, l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien, de mes propres mains et avec ma détermination. À 3 heures du matin, mon téléphone a sonné. Qui pouvait bien appeler à cette heure? J'ai répondu avec prudence. Helene. C'était la voix de Richard, légèrement pâteuse. Je t'ai réveillé? Que veux-tu, Richard? Ai-je demandé froidement. J'ai un nouvel appartement à Paris, dit-il, ignorant ma question. Il est petit, rien à voir avec notre maison. Pas de jardin, pas de balançoire sur le porche. Je suis restée silencieuse, attendant. Le cabinet ici, ce n'est pas pareil. Associé junior au lieu de senior, salaire plus bas. Ils ne connaissent pas encore ma réputation. Y a-t-il un but à cet appel? Ai-je finalement demandé. Tu me manques, dit-il brusquement. Notre vie me manque. Tout est différent maintenant. J'ai senti une vague de colère. Tu aurais dû y penser avant de coucher avec la femme de notre fils et d'essayer de voler mon entreprise. C'est ce que j'essaie de dire, a-t-il continué, ses mots s'en mêlant légèrement. J'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Mais est-ce qu'une erreur efface 40 ans? Ce n'était pas une erreur, Richard. C'était une série de choix calculés. Et oui, certaines trahisons sont si profondes qu'elles effacent tout ce qui a précédé. Il a soupiré lourdement. Le procès, ce n'est pas ce que je veux. Mon nouveau cabinet l'a suggéré. Ils ont dit que j'avais droit à une partie de l'entreprise. Ils ont tort, dis-je fermement. Les pâtisseries ont toujours été les miennes. Tu n'as jamais investi un centime. Jamais travaillé un jour là-bas. Tu n'as aucune prétention. Je sais, a-t-il admis tranquillement. C'est juste que, je ne sais pas comment recommencer à mon âge. Je pensais que peut-être nous pourrions trouver un arrangement. Un partenariat, un moyen de revenir en arrière. J'ai failli rire de l'absurdité. Il n'y a pas de retour en arrière, Richard. Cette porte est fermée pour toujours. Je retire la plainte, dit-il soudainement. Demain à la première heure, j'appellerai Whitmore et je lui dirai de se retirer. Pourquoi? Ai-je demandé, méfiante. Parce que c'est mal, dit-il simplement. Et parce que j'ai fait assez de mal, à toi, à Antoine, à notre famille. Je ne savais pas si je devais le croire. Le Richard que je pensais connaître ne m'aurait jamais trahi en premier lieu. Bonne nuit, Richard, dis-je finalement. N'appelle plus. J'ai raccroché, incertaine de ce qui venait de se passer. Était-ce un véritable moment de remords ou une autre manipulation? Seul le temps le dirait. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Sandra. L'avocat de Richard vient de me contacter. Il retire la plainte. Étiez-vous au courant? Richard m'a appelé hier soir, ai-je expliqué. Il a dit qu'il allait l'abandonner. Je ne savais pas si je devais le croire. Eh bien, il semble qu'il disait la vérité à ce sujet au moins, a remarqué Sandra. Le retrait est inconditionnel. Pas de règlement, pas de compensation, rien. Un soulagement m'a envahi. Alors, c'est fini? Il semble que oui. Mais Hélène, j'aimerais tout de même déposer des protections supplémentaires pour l'entreprise, juste au cas où Richard changerait d'avis à nouveau. J'ai accepté, et nous avons fixé un rendez-vous pour la semaine suivante. En raccrochant, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. L'entreprise était en sécurité. L'œuvre de ma vie resterait la mienne. Ce soir-là, alors qu'Antoine et Rebecca se joignaient à moi pour le dîner chez moi, j'ai partagé la nouvelle de l'abandon du procès par Richard. C'est fantastique, maman, a dit Antoine, son soulagement évident. Mais pourquoi aurait-il soudainement reculé? J'ai hésité,
ne sachant pas trop quoi partager de l'appel nocturne de Richard. Je pense qu'il a réalisé qu'il n'avait pas de dossier solide. Et peut-être qu'il a eu un cas de conscience. Rebecca, a Sarah Lawmain d'Antoine. Quelle que soit la raison, c'est une bonne nouvelle. Un souci de moi. Antoine a hoché la tête, bien que son expression soit restée troublée. A-t-il essayé de te contacter à nouveau? Non, ai-je dit honnêtement. Et je ne m'attends pas à ce qu'il le fasse. Plus tard, alors que nous débarrassions la vaisselle, Antoine m'a prise à part. Maman, je dois te dire quelque chose. Papa m'a appelé hier aussi. Mon cœur a raté un battement. Que voulait-il? S'excuser, soi-disant. Il a dit qu'il était désolé pour ce qu'il t'a fait, à moi, à notre famille. Il a dit qu'il abandonnait le procès parce que c'était mal, pas. Parce qu'il ne pouvait pas gagner. Le crois-tu? Ai-je demandé. Antoine a haussé les épaules. Je ne sais pas. Il avait l'air différent. Vaincu peut-être. Il m'a demandé si j'envisagerais de le voir un jour. Et qu'as-tu dit? J'ai dit que j'avais besoin de temps. Que je ne pouvais pas simplement oublier ce qui s'était passé. Il m'a regardé, incertain. Ai-je tort? Aurais-je dû simplement refuser? J'ai touché doucement sa joue. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, Antoine. Il est toujours ton père, malgré tout. C'est à toi de décider quel genre de relation, le cas échéant, tu veux avoir avec lui à l'avenir. Il a hoché la tête, apparemment soulagé. C'est ce que Rebecca a dit aussi. Elle pense que je devrais prendre mon temps, ne pas me précipiter dans le pardon ou une rupture permanente. C'est une femme sage, ai-je souri. Tu as bien choisi cette fois. Alors qu'ils partaient pour leur appartement au-dessus de la pâtisserie, je les ai regardés marcher dans la rue main dans la main, leurs silhouettes se fondant dans le crépuscule. Il y avait une guérison dans cette scène, mon fils retrouvant le bonheur, avançant avec quelqu'un digne de sa confiance. Et peut-être y avait-il aussi une guérison pour moi, en sachant que Richard avait au moins reconnu le tort de ses actions, même si c'était trop tard pour nous. Alors que l'automne s'installait, apportant un temps plus frais et les préparatifs des fêtes, les pâtisseries Lambert continuaient de prospérer. Notre commerce d'expédition en ligne s'était étendu pour inclure des clients dans 15 régions, et nous avions embauché 3 nouveaux employés pour faire face à la demande. Un matin d'octobre vif, je suis arrivée à la pâtisserie pour trouver un visage familier qui attendait devant la porte, Éléonore Thomas, ma plus vieille amie, qui m'avait aidé à contacter Thomas Renaud des mois plus tôt. Éléonore, qu'est-ce qui t'amène ici si tôt? Ai-je demandé en déverrouillant la porte. Elle a brandi un exemplaire du journal des affaires de Valbonne. Tu as déjà vu ça? J'ai secoué la tête, la suivant à l'intérieur et allumant les lumières. Page 3, a-t-elle dit en me tendant le journal. Le dossier sur les femmes dans les affaires. J'ai tourné à la page et j'ai eu le souffle coupé. Il y avait une photographie en couleur de moi dans la cuisine de la pâtisserie, les mains saupoudrées de farine alors que je façonnais la pâte à pain. Le titre disait « S'élever à la hauteur, comment Hélène Lambert a bâti un empire de la pâtisserie contre vent et marée ». Ils m'ont interviewé, ai-je demandé, confuse. Je ne me souviens pas avoir parlé à des journalistes. Eleonora Surrey. Antoine et Rebecca ont tout organisé. Ils ont parlé aux journalistes, fourni des photos, partagé ton histoire. Ils voulaient te faire une surprise. Je me suis assise, lisant l'article avec un étonnement croissant. Il détaillait mon parcours, de jeune femme avec un rêve à propriétaire d'entreprise prospère, soulignant l'expansion récente dans la vente en ligne. Il y avait un encadré sur nos cours de cuisine communautaire et notre engagement envers les méthodes de boulangerie traditionnelles. Le plus surprenant était une citation de Sandra Vidal. Hélène Lambert incarne la résilience et l'esprit d'entreprise. Confrontée à des défis personnels plus tôt cette année, elle a non seulement protégé son entreprise, mais a trouvé des moyens de se développer et d'innover. L'article ne faisait aucune mention directe de Richard ou d'Olivia, aucun détail salace sur le scandale qui avait brièvement fait l'actualité locale. Il se concentrait uniquement sur l'entreprise, sur mon parcours, sur l'héritage que je construisais. C'est incroyable, ai-je finalement dit, essuyant une larme inattendue. Tu le mérites, a dit fermement Éléonore. Et ce n'est pas tout. La Chambre de commerce t'a nominé pour le prix de la femme d'affaires de l'année. J'ai secoué la tête, incrédule. C'est pour les grandes entreprises, les sociétés de technologie, pas les petites pâtisseries. Pas cette année, a souri Éléonore. Cette année, il se concentre sur les entreprises locales de longue date qui se sont adaptées au marché changeant. La cérémonie a lieu le mois prochain. Ce soir-là, j'ai organisé un petit dîner pour remercier Antoine et Rebecca pour l'article surprise. Ils sont arrivés avec du champagne et des fleurs. Vous n'auriez pas dû faire ça dans mon dos, les ai-je grondés, mais je n'ai pas pu retenir mon sourire. Quelqu'un devait raconter ton histoire, maman, a dit Antoine en me serrant dans ses bras. La vraie histoire, pas les ragots, pas le scandale, mais l'histoire de ce que tu as construit. Rebecca a hoché la tête en signe d'accord.
Le journaliste a été très impressionné par votre parcours, d'une petite pâtisserie à cette boutique et maintenant une expédition nationale. C'est inspirant, Hélène. Alors que nous nous asseyions pour le dîner, j'ai regardé ces deux jeunes gens qui étaient devenus une partie si importante de ma vie. Antoine, mon fils, qui avait surmonté son propre chagrin et en était sorti plus fort, et Rebecca, dont la chaleur et l'intégrité avaient aidé à guérir ses blessures. J'ai aussi des nouvelles, ai-je dit alors que nous savourions le bœuf bourguignon que j'avais préparé. J'ai réfléchi à l'avenir des pâtisseries Lambert. Ils ont tous les deux levé les yeux, attentifs. Antoine, tu as montré un tel talent pour le côté commercial, le marketing, les ventes en ligne, les relations clients. Et Rebecca, tes compétences organisationnelles ont été inestimables avec la logistique des expéditions. Rebecca a légèrement rougi. J'ai aimé aider. C'était amusant d'apprendre un nouveau secteur. Je suis contente de l'entendre, ai-je souri. Parce que j'aimerais vous offrir à tous les deux des postes officiels dans l'entreprise. Antoine comme directeur des opérations et Rebecca comme directrice de la distribution, si son emploi du temps à l'hôpital le permet pour un travail à temps partiel. La fourchette d'Antoine a cliqueté contre son assiette. Maman, tu es sérieuse? Complètement, les jeux assurés. Je ne rajeunis pas, et l'entreprise se développe plus vite que je ne peux le gérer seul. J'ai besoin de personnes de confiance qui partagent ma vision et mes valeurs. Je ne sais pas quoi dire, balbutia Rebecca. Je suis honorée, mais je n'ai pas d'expérience commerciale. Tu as l'intelligence, l'intégrité et un don pour résoudre les problèmes, ai-je rétorqué. Le reste peut s'apprendre. J'ai commencé avec encore moins de connaissances que vous n'en avez maintenant. Antoine a tendu la main sur la table pour prendre la mienne. Maman, cela signifie tout pour moi. J'ai appris à aimer la pâtisserie ces derniers mois, non seulement parce que c'est la tienne, mais parce que j'apprécie vraiment le travail. Alors c'est réglé, ai-je déclaré en levant ma coupe de champagne. À la nouvelle direction des pâtisseries Lambert. Alors que nous portions un toast, j'ai ressenti un profond sentiment de justesse. C'est ainsi que les entreprises familiales devraient être transmises. Avec joie et respect mutuel, avec des valeurs et une vision partagée, et non par la tromperie et la trahison, comme Richard et Olivia l'avaient prévu. Le lendemain matin, Antoine est arrivé à la pâtisserie plus tôt que d'habitude, impatient de discuter de son nouveau rôle. Nous nous sommes assis dans mon petit bureau, examinant les états financiers et les plans marketing. J'ai pensé à l'expansion, a-t-il dit en étalant une carte sur le bureau. Nous avons cette boutique à Valbonne, mais aucune à Nice ou à Aix-en-Provence. Avec notre réputation en ligne qui grandit, il serait peut-être temps d'envisager des emplacements physiques dans d'autres villes. J'ai hoché la tête, impressionné par sa prévoyance. C'est un de mes rêves depuis des années, mais je n'ai jamais eu la capacité de le gérer. Eh bien, maintenant tu as de l'aide, a-t-il souri. Rebecca et moi en parlions hier soir après le dîner. Elle va réduire ses heures à l'hôpital à 3 jours par semaine pour pouvoir se concentrer sur le développement du système de distribution. Elle recherche déjà des méthodes d'expédition plus efficaces. Une vague de gratitude m'a envahi. Après tout ce que nous avions enduré, après la trahison et le chagrin, nous avions d'une manière ou d'une autre atterri dans un meilleur endroit, plus fort, plus unis, avec de nouvelles possibilités devant nous. Pendant que nous discutions de logistique et de délai, mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant affichait un numéro inconnu, mais j'ai répondu quand même. Est-ce Hélène Lambert? A demandé une voix de femme. Oui, c'est bien moi. Madame Lambert, ici Jennifer Lawson de la Chambre de commerce de Valbonne. Je vous appelle pour vous informer officiellement que vous avez été sélectionnée comme femme d'affaires de l'année. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 15 novembre à l'Hôtel Royal. Je l'ai remerciée, essayant de garder ma voix stable malgré mon excitation. Après avoir raccroché, j'ai partagé la nouvelle avec Antoine, qui a poussé un cri de joie et m'a soulevé du sol dans une étreinte d'ours. Je suis si fière de toi, maman, a-t-il dit, les yeux brillants. Tout le monde verra enfin ce que j'ai toujours su, que tu es extraordinaire. Les semaines précédant la cérémonie se sont écoulées dans un tourbillon de préparatifs. Sandra m'a aidé à rédiger un discours d'acceptation. Éléonore a insisté pour m'emmener faire les magasins pour une nouvelle robe. Quelque chose d'élégant mais pas guindé, a-t-elle déclaré. Quelque chose qui dit entrepreneur à succès, pas boulangère ennuyeuse. Nous avons choisi une robe bleu profond avec un subtil fil d'argent qui captait la lumière lorsque je bougeais. Rebecca m'a aidé à choisir les bijoux appropriés et a insisté pour m'offrir une coiffure professionnelle le jour de la cérémonie. La soirée du 15 novembre est arrivée, nette et claire. Antoine et Rebecca sont venus me chercher dans une voiture qu'ils avaient louée pour l'occasion, tous deux élégamment vêtus pour l'événement cravate noire. Tu es magnifique, maman, a dit Antoine alors que je descendais les marches du Porsche. La salle de bal de l'Hôtel Royal était décorée de lustres en cristal et d'arrangements floraux. Les chefs d'entreprise de tout Valbonne se mêlaient, sirotant du champagne et réseautant. J'ai reconnu plusieurs personnalités éminentes,
le PDG d'une grande entreprise technologique, le propriétaire d'une chaîne de restaurants à succès, le fondateur d'une start-up de soins de santé. Madame Lambert, s'est approchée une femme distinguée en tendant la main. Je suis Mélanie Davison, présidente de la Chambre. Nous sommes si heureux de vous honorer ce soir. Votre histoire a inspiré beaucoup d'entre nous. Je l'ai remercié, encore un peu dépassé par l'attention. Tout au long du dîner, divers chefs d'entreprise se sont arrêtés à notre table pour se présenter et exprimer leur admiration pour ce que j'avais construit. Vos pâtisseries sont légendaires, a dit un propriétaire de restaurant. Ma femme se fait livrer vos brioches à la cannelle tous les mois pour le brunch du dimanche. J'ai suivi votre expansion, a commenté un directeur marketing. La manière dont vous avez tiré parti des médias sociaux tout en maintenant une qualité traditionnelle est impressionnante. Quand est venu le moment de la remise du prix, je me suis dirigée vers la scène avec une nervosité. Inhabito elle. En regardant la mer de visages, inconnus et amis, j'ai ressenti un moment d'irréalité. Comment moi, Hélène Lambert, qui ai commencé avec rien d'autre que de la détermination et un talent pour la pâtisserie, en étais-je arrivée à me tenir ici? La présidente de la Chambre a lu un bref résumé de ma carrière, soulignant les défis que j'avais surmontés et l'impact communautaire des pâtisseries Lambert. Puis elle m'a remis un magnifique trophée en cristal et m'a invité à prendre la parole. Je me suis approchée du microphone, j'ai mis mes notes de côté et j'ai parlé avec le cœur. Merci pour cet immense honneur, ai-je commencé. Il y a 40 ans, j'ai cuit ma première miche de pain professionnelle dans la cuisine minuscule d'un appartement, la vendant aux cafés locaux depuis le coffre de ma voiture. Si quelqu'un m'avait dit alors que je me tiendrais un jour ici en tant que femme d'affaires de l'année, j'aurais ri au nez de cette personne. Un léger rire a parcouru l'auditoire. Le chemin n'a pas toujours été droit ou facile. Il y a eu des défis, des revers, oui, et des trahisons. J'ai fait une pause, croisant le regard de soutien d'Antoine depuis notre table. Mais j'ai appris que la résilience ne consiste pas à éviter les difficultés. C'est trouver la force de se relever quand la vie vous met à terre. J'ai parlé de l'importance de l'authenticité en affaires, du maintien de la qualité même en s'agrandissant, du traitement des employés comme de la famille. J'ai remercié Antoine et Rebecca pour leur soutien et leur vision, Sandra pour ses conseils, et Éléonore pour ses décennies d'amitié. Enfin, j'ai conclu. Je veux dire à quiconque a déjà été sous-estimé, négligé ou à qui on a dit qu'il n'était pas assez, votre valeur n'est pas déterminée par la perception des autres. Elle se forge dans votre propre détermination, dans votre refus d'abandonner, dans votre courage de recommencer lorsque c'est nécessaire. Merci. Les applaudissements furent tonitruants. En retournant à ma place, Antoine m'a serré fort dans ses bras, murmurant « C'était parfait, maman. Just parfait ». Alors que la soirée touchait à sa fin et que nous nous préparions à partir, j'ai remarqué une silhouette familière près de la sortie. Richard, dans un costume sombre que je ne reconnaissais pas, regardant de loin. Nos regards se sont croisés à travers la pièce, et il a hoché la tête une fois, un geste de reconnaissance, peut-être même de respect. J'ai hoché la tête en retour, ni amical ni hostile, reconnaissant simplement notre passé commun et nos avenirs séparés. Puis je me suis détournée, prenant le bras d'Antoine et de Rebecca alors que nous sortions dans la nuit fraîche de novembre, vers la voiture qui nous attendait, vers la maison. 1 an après l'incident qui avait tout changé, les pâtisseries Lambert ont organisé une grande ouverture pour notre premier établissement à Nice. Le maire a coupé le ruban, les chaînes de télévision locales ont couvert l'événement, et les clients faisaient la queue le long du pâté de maison pour goûter nos célèbres pâtisseries. Antoine, désormais officiellement directeur des opérations, gérait les interviews avec les médias avec un charme naturel et un sens des affaires. Rebecca, en tant que directrice de la distribution, avait développé un système sophistiqué pour approvisionner tous nos établissements tout en maintenant le contrôle de la qualité. Et moi, toujours active malgré mon rôle de plus en plus administratif, j'avais personnellement formé le personnel de cuisine de Nice à nos recettes et techniques traditionnelles. « Maman, viens ici », a appelé Antoine, me faisant signe de le rejoindre là où il se tenait avec un journaliste. Ils veulent une photo de famille pour la section économique. Photo de famille ? L'expression a réchauffé mon cœur alors que je rejoignais Antoine et Rebecca. Nous nous sommes tenus ensemble, souriant pour l'appareil. Photo, 3 personnes liées non seulement par le sang ou le mariage, mais par un but commun et un respect mutuel. Plus tard ce soir-là, alors que nous célébrions dans le petit appartement que nous avions loué au-dessus de la nouvelle pâtisserie, Antoine s'est éclairci la gorge et a fait teinter son verre pour attirer notre attention. « J'ai quelque chose à dire », a-t-il annoncé, la voix légèrement nerveuse. Il a pris la main de Rebecca. Ou plutôt, nous avons quelque chose à dire. Le visage de Rebecca rayonnait de bonheur alors qu'elle levait les yeux vers lui. « Maman, » a continué Antoine, « il y a 1 an, je pensais que ma vie était finie. Mon mariage s'était effondré de la manière la plus humiliante possible. Ma relation avec papa était détruite, et j'étais juste perdue. J'ai tendu la main sur la table pour serrer sa main libre. Mais ensuite,
Quelque chose d'incroyable s'est produit, a-t-il poursuivi. Au milieu de toute cette douleur et de cette confusion, j'ai trouvé la clarté. J'ai trouvé un but dans la pâtisserie, en travaillant à tes côtés. Et j'ai trouvé Rebecca. Rebecca a légèrement rougi mais a rayonné de joie. Nous voulions que tu sois la première à le savoir, a dit Antoine. Nous sommes fiancés? J'ai eu le souffle coupé de plaisir, me levant pour les embrasser tous les deux. C'est une nouvelle merveilleuse. Je ne pourrais pas être plus heureuse pour vous. Rebecca m'a montré la bague, un diamant modeste mais élégant qui lui allait parfaitement. Nous voulons une petite cérémonie, a-t-elle expliqué. Juste la famille et les amis proches. Et nous aimerions la tenir à la pâtisserie d'origine, si cela ne te dérange pas. C'est là que nous avons vraiment commencé à nous connaître. Rien ne me ferait plus plaisir, les ai-je assurés. Et j'insiste pour faire le gâteau de mariage moi-même. Alors que nous célébrions tard dans la nuit, je me suis surprise à réfléchir au voyage extraordinaire de l'année écoulée. De la découverte dévastatrice de la trahison de Richard et Olivia à ce moment de joie sincère dans de nouveaux commencements, la vie avait une façon de boucler la boucle, réalisais-je. Non pas en revenant là où l'on a commencé, mais en trouvant un nouveau sens dans des lieux familiers, en transformant la douleur en but, en reconstruisant ce qui était brisé en quelque chose de plus fort et de plus beau qu'auparavant. 2 mois plus tard, par une parfaite journée de printemps, Antoine et Rebecca ont échangé leurs vœux dans la cour derrière notre pâtisserie d'origine. Des rosiers grimpants et des lumières scintillantes avaient transformé l'espace en un jardin romantique. Seuls 30 invités étaient présents, des amis proches, la famille de Rebecca de Lyon, des pompiers de la caserne Neuf et des employés clés des pâtisseries. J'avais en effet préparé le gâteau de mariage moi-même. 3 étages de gâteau à la vanille avec une garniture à la framboise et un glaçage à la crème au beurre, décorés de fleurs fraîches et d'une figurine personnalisée qui représentait leur parcours commun. Éléonore m'a servi de cavalière pour l'occasion, toutes deux les yeux embués de larmes en regardant Antoine et Rebecca échanger les vœux sincères qu'ils avaient écrits eux-mêmes. Je n'aurais jamais pensé pouvoir faire confiance à nouveau, a dit Antoine, sa voix ferme alors qu'il tenait les mains de Rebecca. Mais tu m'as montré que le véritable amour se construit sur l'honnêteté, le respect et les rêves partagés. Tu m'as aidé à guérir, et ce faisant, tu es devenu le foyer de mon cœur. Les vœux de Rebecca étaient tout aussi émouvants. Antoine, tu es entré dans ma vie alors qu'aucun de nous ne cherchait l'amour. Mais parfois, les plus beaux cadeaux arrivent dans des emballages inattendus. Je promets d'honorer ta confiance, de te soutenir dans les défis et les célébrations, et de construire un avenir rempli de rire, d'amour, et bien sûr, de beaucoup de pâtisseries. Un léger murmure de rire a parcouru les invités à cette dernière phrase. Alors que la célébration se poursuivait dans la soirée, j'ai trouvé un moment de calme pour m'éclipser dans mon bureau. J'avais besoin de me ressaisir, de digérer les émotions puissantes de la journée. Sur mon bureau se trouvait un petit paquet emballé qui était arrivé ce matin-là, adressé à Madame Hélène Lambert. Il n'y avait pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture de Richard sur la carte jointe. Félicitations pour le jour du mariage d'Antoine et Rebecca. Puisse-t-il trouver le bonheur et l'honnêteté que nous avons perdus en cours de route. À l'intérieur de la boîte se trouvait une broche vintage, un petit fouet doré croisé avec un rouleau à pâtisserie serti de minuscules diamants. C'était magnifique et attentionné, une reconnaissance parfaite de l'œuvre de ma vie. Je l'ai épinglé à ma robe sans regret ni ressentiment. Le passé était le passé. Richard avait fait ses choix, tout comme moi. Nous avions tous deux avancé sur nos chemins séparés. De retour à la réception, j'ai trouvé Antoine et Rebecca se balançant doucement sur une chanson lente, perdus dans les yeux l'un de l'autre. À proximité, Éléonore discutait avec les parents de Rebecca, qui avaient accueilli Antoine dans leur famille à bras ouverts. Madame Dubois, ma voisine qui m'avait abrité en ce jour fatidique il y a 1 an, s'est approchée avec une coupe de champagne. J'ai toujours su que tu étais une femme forte, Hélène. Mais cette dernière année a montré à quel point tu es vraiment remarquable. J'ai souri, touché par ces mots. J'ai eu de l'aide, dis-je en faisant un signe de tête vers Antoine et Rebecca. La famille fait toute la différence. En parlant de famille, a poursuivi Madame Dubois, as-tu entendu les derniers ragots du quartier? Olivia est fiancée à un homme d'affaires à Lille, et Richard a apparemment commencé à fréquenter une juge à Paris. J'ai siroté mon champagne, surprise de ne ressentir aucune jalousie ni amertume à cette nouvelle. J'espère qu'ils sont heureux, dis-je simplement, et je le pensais. Alors que la soirée touchait à sa fin, Antoine et Rebecca se sont préparés à partir pour leur lune de miel, un voyage de 2 semaines en Italie, où ils prévoyaient d'explorer les pâtisseries de Florence et de Rome, recueillant l'inspiration pour de futurs projets. Ne vous inquiétez pas pour les affaires, les ai-je assurés en les serrant dans mes bras pour leur dire au revoir. Tout ira bien jusqu'à votre retour. Nous savons, a souri Antoine. Tu as construit quelque chose qui peut tenir debout tout seul, maman. C'est ça, ton véritable héritage. Après leur départ au milieu d'une pluie de pétales de roses, je suis restée dans la cour, aidant le personnel à commencer le nettoyage.
Les guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus, jetant une douce lueur sur les restes de la célébration. Thomas Renaud, qui avait été invité sur mon insistance, s'est approché alors que je rassemblais les fleurs restantes pour les donner à un hôpital local. « Madame Lambert », dit-il chaleureusement, une scène bien différente de notre première rencontre. J'ai souri, me souvenant de notre rencontre clandestine dans ce petit café. En effet, monsieur Renaud, je ne vous ai jamais remercié correctement pour votre aide pendant cette période difficile. Il a secoué la tête. Pas de remerciement nécessaire. Dans mon métier, je vois rarement des résultats positifs comme celui-ci. Habituellement, je livre de mauvaises nouvelles, les mariages se terminent et c'est tout. Mais vous avez transformé l'adversité en quelque chose de remarquable. La vie nous offre des moments de choix, dis-je pensivement. Quand Richard et Olivia m'ont trahi, j'aurais pu simplement m'effondrer de chagrin. Mais j'ai choisi de me battre pour ce qui était à moi, de reconstruire, d'avancer. Et regardez ce que vous avez créé, a dit Thomas en désignant la pâtisserie, l'épreuve de la célébration et de la joie. Un véritable empire que vous avez bâti vous-même. Alors que les derniers invités partaient et que le personnel finissait de nettoyer, je suis restée seule dans la cour silencieuse. De ce même endroit, 40 ans plus tôt, j'avais regardé un terrain vague et imaginé ma première pâtisserie. J'étais jeune alors, pleine de rêves et de détermination, sans aucune idée du voyage qui m'attendait. Maintenant, à 57 ans, je commençais un nouveau chapitre, non pas seule, mais entourée d'une famille choisie, bâtie sur l'amour et le respect. Les pâtisseries Lambert continueraient de grandir et d'évoluer. Antoine et Rebecca apporteraient de nouvelles idées, une nouvelle énergie, et je les guiderais avec la sagesse acquise au fil de décennies de travail et d'une année de transformation extraordinaire. J'ai levé les yeux vers les étoiles, brillantes dans le ciel clair de Provence, et j'ai ressenti un profond sentiment de paix. La trahison qui avait autrefois menacé de tout détruire avait été au contraire le catalyseur de quelque chose de mieux que ce que j'aurais pu imaginer. En verrouillant la porte de la pâtisserie et en rentrant chez moi, je savais avec une certitude absolue que le meilleur était encore à venir. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous et dites-moi de quelle ville vous regardez. Sur l'écran, vous pouvez voir 2 autres histoires qui sont les favorites de la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine histoire de vie.